Je suis toujours très ému de venir parler au Palais des Découvertes, puisque je suis venu au Palais des Découvertes la première fois au XXe siècle. Et le palais a beaucoup contribué à la jeunesse de ma vocation scientifique. Donc c'est toujours très, très particulier pour moi de revenir dans ce qui a été plus ou moins mon premier laboratoire de recherche, même si c'était de la recherche très élémentaire. Donc vous savez que le palais va bientôt avoir 100 ans. Il va avoir 100 ans en 2037. Et donc cette série de conférences est consacrée à l'état de la science en 2037. Donc c'est assez difficile de prévoir ce que sera la science en 2037, mais je vais quand même essayer. Alors c'est un exercice d'autant plus difficile que vous m'auriez demandé en l'an 3000, bon je pouvais raconter n'importe quoi de toute façon, vous n'auriez pas été là pour me titiller en l'an 3000. Mais en 2037, il se peut qu'on se rencontre à nouveau, donc il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, puisque je pourrais être tenu pour comptable et responsable de mes prédictions. Donc le fait que la notion de démonstration mathématique soit différente en 2037 de ce qu'elle était il y a 2000 ans peut en soi paraître un peu paradoxal, puisque vous savez que les mathématiques est la science la plus stable qui existe. On ne fait qu'ajouter des connaissances mathématiques, mais les théorèmes qu'on a démontrés il y a 2000 ans ou il y a 2500 ans, eh bien les démonstrations en théorie sont toujours correctes. Donc on a l'impression que la notion de démonstration mathématique est une notion sans histoire, et une notion complètement stable, et une notion tout à fait identique à ce qu'elle était par le passé. Alors néanmoins, pour essayer de me projeter dans 20 ans, j'ai fait la liste de quelques événements, quelques progrès sur la notion de démonstration qui ont été faits dans les 20 dernières années, c'est-à-dire entre 1997 et 2017. Et donc parmi un grand nombre d'événements, un grand nombre de résultats, un grand nombre de travaux, j'en ai cité quelques-uns qui commencent en 1998 avec la démonstration de la conjecture de Kepler par Tom Hales et Sam Ferguson. Je vais revenir sur cette démonstration dans l'exposé. Et puis vous voyez qu'il y a un certain nombre d'événements qui vont de démonstrations de théorèmes nouveaux, donc de théorèmes qu'on ne savait pas démontrer il y a 20 ans et qu'on sait démontrer aujourd'hui, à une notion de démonstration formelle qui apparaît, comme par exemple en 2012, la démonstration formelle du théorème de Fay-Thompson. Et je vais revenir sur la différence entre ces démonstrations et démonstrations formelles. Et ça, c'est une grande nouveauté de la notion de démonstration depuis quelques décennies. Et puis, il y a aussi des vérifications de programmes informatiques. Et donc là, vous voyez, par exemple, le compilateur CompSert ou le système d'exploitation Selfor qui ont été vérifiés. Et donc ça, c'est aussi une nouvelle utilisation de la notion de démonstration mathématique. Donc bien sûr, ça c'était juste pour vous montrer, je ne vais pas entrer dans les détails de chacune de ces lignes, c'était juste pour vous montrer qu'il y a eu dans les 20 dernières années une grande activité autour de la notion de démonstration. Et on peut résumer cette activité en disant que nous vivons une révolution qui en fait été entamée il y a 60 ans, quand le Palais des Découvertes avait 20 ans, en 1956, avec une nouvelle idée qui était le fait d'utiliser des ordinateurs pour construire, vérifier et transformer des démonstrations. Et donc c'est ça la nouveauté qu'il y a eu à partir du milieu du XXe siècle, c'est qu'au lieu d'écrire des démonstrations à la craie et au tableau noir, eh bien, ou au feutre et au tableau blanc, si vous voulez être un tout petit peu plus moderne, tout d'un coup on s'est mis à utiliser des ordinateurs pour fabriquer des démonstrations, pour les vérifier, pour les transformer. Et c'est ça qui transforme même la notion de démonstration. Et donc la question qui se pose à nous, c'est en quoi ça transforme les mathématiques, en quoi ça transforme l'informatique elle-même, l'informatique qui sert à écrire ces programmes. Mais si on veut comprendre ces deux questions, il faut commencer un tout petit peu plus tôt, et à une époque où le palais n'existait pas encore. Il y a 5000 ans, quand on a inventé l'écriture, on a inventé avec l'écriture les premiers algorithmes qui permettent de faire des opérations arithmétiques. Et donc ça s'est passé dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak et qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie. Et voilà des exemples de problèmes que nos ancêtres, les Mésopotamiens, les Sumériens, savaient résoudre. Donc par exemple, il y a 5000 ans, on savait déjà faire des multiplications. Et donc on savait répondre à la question combien vaut 12 345 000
je suis perdu, 12 345 679 fois 36. Alors bien sûr, les Sumériens n'écrivaient pas les nombres comme nous, ils les écrivaient en base 60, enfin ils avaient un système beaucoup plus compliqué. Mais ils savaient déjà résoudre ce problème. Et donc pour ça, il suffit d'effectuer une multiplication. Donc j'ai effectué la multiplication pour vous, et le résultat c'est 444 444 444. Bien. Et alors les Sumériens savaient faire des algorithmes beaucoup plus complexes que des multiplications. Par exemple, ils savaient calculer des taux d'intérêt composés. Donc ils savaient que si on emprunte 1000 euros, bien sûr ils ne comptaient pas en euros, mais ça c'est pas très important, à 5% par an. Et en fait, il semble que les taux d'intérêt en Mésopotamie étaient beaucoup moins rigolos que les nôtres. Ils étaient plutôt de l'ordre de 20%. Donc il valait mieux pas trop s'endetter. On était très vite, on atteignait très vite le surendettement en Mésopotamie. Mais donc, supposons qu'on emprunte 1000 euros à 5%, quelle somme on doit rembourser au bout de 2 ans? Eh bien, bien entendu, ça n'est pas 1100 euros, mais c'est 1102,50 euros à cause des intérêts composés. Il faut prendre 1000, le multiplier par 1,05 et puis le multiplier à nouveau par 1,05. Et donc ça, c'est une question que savaient résoudre les scribes de Mésopotamie, savaient calculer des intérêts composés. En revanche, ils étaient un petit peu moins bons s'il fallait rembourser l'argent au bout de 6 mois. À ce moment-là, ils ne savaient pas extraire la racine carrée de 1,05. Donc, ils se contentaient de diviser le taux d'intérêt par 2. Donc, ça faisait 2% et demi. Donc, ils étaient très forts. Ils avaient inventé de nombreux algorithmes, mais pas tous ceux que nous connaissons aujourd'hui, cependant. Bien, et les mathématiques ont continué comme ça pendant 2500 ans, en gros il y a 5000 ans, il y a 2500 ans, donc de moins de 3000 à moins 500. Et il y a en moins 500, il s'est posé un nouveau problème, qui est celui-ci, et ça c'est un problème qui s'est posé dans l'école pythagoricienne. Est-ce qu'il existe deux nombres n et p tels que n au carré soit égal à 2 fois p au carré? Et donc les pythagoriciens qui avaient souvent une vision géométrique des problèmes ne posaient pas le problème comme ça. Ils se disaient est-ce qu'il est possible de trouver un triangle qui soit rectangle et isocèle, qui est les petits côtés qui valent n, et puis l'hypoténuse, qui valent p, pardon, et l'hypoténuse qui vaut n. Et donc vous voyez que le carré de l'hypoténuse étant la somme des carrés des côtés, ça se ramène à trouver deux nombres n et p tels que n au carré égale 2 fois p au carré. Et pour les pythagoriciens, et il faut que vous compreniez ça pour comprendre le problème, n et p sont forcément ce que nous appelons aujourd'hui des nombres entiers, c'est-à-dire les pythagoriciens n'avaient pas de notion de nombre à virgule, et encore moins de nombre réel. Donc ce qu'ils cherchaient ici, c'était des nombres entiers. Et vous voyez qu'il y a une différence tout à fait radicale avec la multiplication, c'est que si je vous pose cette question, cette multiplication, comment multiplier 12 345 679 par 36, eh bien, il y a deux choses l'une. Ou bien vous savez faire des multiplications, ou bien vous ne savez pas les faire. Si vous ne savez pas les faire, il faut apprendre. Mais si vous savez faire des multiplications, si vous avez appris à faire des multiplications, si vous avez été, je ne sais pas, en deuxième année de scribe de multiplication, eh bien, à ce moment-là, vous savez résoudre le problème. Et avant même de commencer, vous savez qu'à un moment, vous allez terminer. Et vous pouvez même savoir que pour une multiplication comme ça de 8 chiffres par 2 chiffres, il va vous falloir 1 minute ou 2 minutes ou quelque chose comme ça. Mais avant de commencer à faire la multiplication, vous savez que vous allez y arriver. Et là, c'est tout à fait différent. Je vous dis, est-ce que vous pouvez trouver deux nombres n et p tels que n au carré égale 2 fois p au carré? Ben, vous pouvez essayer, puis peut-être vous aurez un peu de chance et vous allez trouver, puis peut-être vous allez avoir moins de chance, et puis peut-être vous allez passer des années à en chercher, puis vous n'allez pas en trouver. Voilà, donc j'ai essayé quelques valeurs pour vous. N égale 5, P égale 2, donc 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 2 au carré, ça fait 8, donc 8 et 25, c'est différent, ça marche pas. Bon, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai essayé 6 et 5, donc 6 au carré, ça fait 36. 2 fois 5 au carré, ça fait 50, ça marche pas. Bon, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai essayé 10 et 14 et 10. Et donc là, j'étais pas trop loin, puisque 14 au carré, ça fait 196. Et puis 2 fois 10 au carré, ça fait 200. Donc là, je me suis dit, je m'approche de la solution. Il n'y a qu'une différence de 4, donc je ne dois pas être très loin du résultat. J'ai essayé 7 et 5. Donc 7 au carré, ça fait 49. 2 fois 5 au carré, ça fait 50. Et là, je suis presque au résultat, mais en fait, pas du tout. Donc, je peux essayer comme ça des valeurs, une petite partie de la soirée. On peut rester ensemble, si vous voulez, toute la nuit pour essayer d'autres valeurs. Bien sûr, c'est plus rigolo aujourd'hui qu'à l'époque de Pythagore, puisqu'aujourd'hui, il suffirait d'écrire un programme, puis on essaierait des valeurs toute la nuit. À l'époque de Pythagore, il fallait faire les multiplications à la main. Mais bon, à la main ou à la machine, ça ne change pas grand-chose. On peut essayer, et il se pose un problème jusqu'à quand on va essayer.
D'accord? Est-ce qu'on va essayer une nuit, une semaine Bon, et puis de deux choses l'une. Ou bien on trouve ces deux nombres n et p tels que n au carré soit égal à 2 fois p au carré, auquel cas on peut s'arrêter. Mais si on n'en trouve pas, il faut continuer, continuer, continuer. Et est-ce qu'on a une assurance de trouver des nombres si on essaye assez longtemps? C'est-à-dire, si on essaye un petit peu, peut-être qu'on va en trouver, mais peut-être qu'on va essayer longtemps, longtemps, longtemps. Est-ce qu'on se dit, bah, au bout d'une semaine, si on n'en a pas trouvé, ça veut dire qu'il n'y en a pas? Et vous voyez que c'est vraiment on n'a aucune raison de choisir une semaine plutôt qu'un mois ou une heure. Et donc, c'est un problème qui contraste complètement avec cette question combien vaut 12 345 679 fois 36. Et si vous voulez, une manière de comprendre la différence entre les mathématiques en Mésopotamie et les mathématiques en Grèce, c'est que ici, dans le problème qui se pose en Mésopotamie, dans celui-là, ou dans celui-là, eh bien, il n'y a qu'un nombre fini de nombres qui interviennent. Il y a le nombre 1000, il y a le nombre 5, il y a le nombre 1,05, puis vous faites des multiplications, mais vous n'avez pas l'infinité des nombres n'est pas convoquée dans votre problème. Vous avez un nombre fini de valeurs qui apparaissent dans le problème. Ici, c'est tout à fait différent. Si on vous demande est-ce qu'il existe deux nombres n et p, eh bien n et p, a priori, c'est des nombres entiers. Des nombres entiers, il y en a une infinité. Et donc, il y a une infinité de solutions potentielles à essayer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous dire à un moment, on va s'arrêter. Si on n'en a pas trouvé, on sait qu'il n'y en aura pas. Et donc, c'est la différence entre les mathématiques en Mésopotamie et les mathématiques en Grèce, c'est qu'en Mésopotamie, il n'y a pas de notion d'infini. Les mathématiques sont toujours des mathématiques d'objets finis. Et c'est pour ça qu'on fait des calculs et on arrive au bout du calcul. Et ce que les Grecs ont apporté, c'est cette notion d'infini. Et vous savez que le mot infini en français vient du grec apéron, qui veut dire infini, apéron, fini, enfin borné, limité. Et donc cette notion d'infini nous vient vraiment des Grecs. Et avec la notion d'infini, les Grecs nous ont apporté une nouvelle notion, qui est la notion de démonstration. Alors, comment est-ce que les pythagoriciens ont résolu ce problème? Il semble que ce ne soit pas Pythagore lui-même qui l'ait résolu, mais un de ses disciples. Et comment on sait ça? On sait ça par une légende qui est sans doute fausse, mais enfin qui est une légende. Je veux dire, elle ne nous a pas été apportée par des historiens, elle nous a été rapportée par des gens qui racontent des histoires. Et la légende est que quand les pythagoriciens se sont aperçus que ce problème n'avait pas de solution, eh bien, ils ont noyé le mathématicien qui avait démontré qu'il n'y avait pas de solution, parce que pour les pythagoriciens, le fait que ces deux nombres n'existent pas était une catastrophe. Alors il faut se replonger dans la pensée des pythagoriciens pour comprendre quoi c'était une catastrophe. On ne va pas le faire, on pourra en discuter dans les questions si vous voulez, on ne va pas le faire tout de suite. Mais avant ça, voyons comment est-ce que petit à petit, les pythagoriciens ont fini par se convaincre que c'était impossible de trouver deux nombres qui vérifiaient cette propriété. Et ça va nous faire comprendre ce qu'est la notion de démonstration. Et cette notion de démonstration, on va ensuite voir ce qu'elle est devenue au XXe siècle. Donc, vous vous souvenez, on avait essayé des valeurs, et la première valeur, n, était un nombre impair, 5. Et en fait, ça, c'est pas une très bonne idée, parce que vous voyez que si jamais il y a une solution au problème, np, eh bien, n au carré, c'est 2 fois p au carré. Donc, si vous prenez p au carré et que vous le multipliez par 2, vous obtenez forcément un nombre pair. Donc, n au carré doit être un nombre pair. Et comme quand vous prenez un nombre impair, que vous l'élevez au carré, vous obtenez encore un nombre impair. Par exemple, si vous prenez 5, vous obtenez 25, qui est encore impair. Si vous prenez 7, vous obtenez 49, qui est encore impair. Bon, ça, c'est pas dur de se convaincre de ça. Eh bien, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a pris n impair, ben, ce n'était pas la peine d'essayer. Donc n égale 5, p égale 2, ce n'était pas la peine de l'essayer. Et de toute façon, ça ne pouvait pas marcher, parce que n au carré est impair, et 2p au carré est pair. Vous voyez, n au carré, c'est 25, c'est impair. Et 2 fois p au carré, c'est 8, c'est pair. Donc en aucun cas, ces deux nombres peuvent être égaux. Bien, donc peut-être un premier pythagoricien a trouvé ça, et puis il s'est arrêté là, puis il n'a pas eu d'autres idées. Mais il a dit à ses copains, si jamais vous essayez, je vais vous donner un petit truc, n'essayez pas n impair, ça ne sert à rien, ça ne peut pas marcher, donc concentrez-vous sur n pair. Bien, ensuite, il y a peut-être un deuxième pythagoricien, peut-être 10 ans après, peut-être le lendemain, on n'en sait rien, mais c'est des événements qui sont séparés, qui s'est rendu compte que P aussi devait être pair. Donc pourquoi est-ce que P doit être pair? Donc ça demande un tout petit peu plus de calcul, mais c'est quand même des calculs pas très compliqués. Si n est impair, vous voyez qu'il peut s'écrire 2 fois m. Il y a un nombre m qui est la moitié de n, et n c'est 2 fois sa moitié. Donc ça c'est juste le fait qu'il soit pair qui nous permet de dire ça. Et dans ce cas-là, n au carré, c'est 4 fois m au carré.
puisque vous élevez 2 au carré et m au carré, ça fait 4 fois m au carré, et ça va être égal à 2 fois p au carré. Donc si vous simplifiez par 2, vous voyez que p au carré doit être égal à 2 fois m au carré. Et donc pour exactement la même raison que tout à l'heure, p au carré doit être pair, donc p doit être pair. Donc c'était pas la peine non plus d'essayer n égale 6. N égale 6, on était bien parti, c'était pair. On se disait, il y a une chance que ça marche. Mais non, p égale 5, ça pouvait pas marcher, et parce que il faut que p soit pair aussi. Bon, alors là, les pythagoréciens avaient fait un grand progrès vers la compréhension de ce qu'était la notion de démonstration et vers la résolution de ce problème, puisqu'ils ont dit, il ne reste plus qu'à essayer des cas où les deux nombres sont pairs. Mais là, il y en a un autre qui a peut-être eu une idée, peut-être le même, peut-être un autre, on n'en sait rien, qui a dit, non mais attendez, c'est pour simplifier les calculs, si vous avez un nombre n qui est pair et un nombre p qui est pair, plutôt que de calculer n au carré 2 fois p au carré, divisez-les les deux par 2. Parce que si n est une solution, np est une solution, bah n sur 2 et p sur 2 aussi. Donc comme ça simplifie les calculs. N sur 2 et p sur 2 sont des nombres plus petits, et donc il y a moins de calculs à faire pour vérifier si cette solution potentielle, np, en est une ou pas. Vous voyez, mais alors ça commence à sentir un peu le roussi, parce que si vous avez une solution n et p, eh bien c'est le point 3 de la démonstration. À ce moment-là, donc P lui-même, c'est 2 fois Q. Vous pouvez introduire un nombre Q qui est la moitié de P. Et à ce moment-là, vous apercevez que MQ est aussi une solution. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Si on divise les deux par 2, on obtient encore une solution. Donc s'il y a une solution, si jamais il y avait une solution, il y en aura une plus petite, puis encore une plus petite que la plus petite, puis encore une plus petite que la plus petite que la plus petite. Donc imaginez, je ne sais pas, qu'on va partir de deux nombres pairs, 1024 et 512, ça soit une solution. Mais dans ce cas-là, en les divisant par 2, vous auriez une autre solution, 512 et 256. En les divisant par 2, vous auriez encore une autre solution. Et vous voyez que comme ça, vous pourriez fabriquer une suite infinie de nombres décroissants. C'est-à-dire chaque fois plus petits les uns que les autres. Et ça, c'est pas possible, parce que si je pars de 1024, par exemple, ben, je peux prendre un nombre plus petit, puis un nombre plus petit, puis un nombre plus petit, mais au bout de 1024 étapes, forcément, il faudra que je m'arrête. Il n'y aura plus de nombres plus petits. Et donc, c'est comme ça que les pythagoréciens ont construit ce raisonnement, donc, qui est la partie difficile du raisonnement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un raisonnement par récurrence. C'est ce qu'au XVIIe siècle, on appelle un raisonnement par descente infinie. Je ne sais pas quel nom les pythagoréciens lui donnaient, mais l'idée est celle-ci. S'il existe une solution, il en existe encore une plus petite, encore une plus petite, encore une plus petite, et ça, c'est impossible. Et donc, c'est comme ça qu'en plusieurs étapes, et vraisemblablement pas en une seule journée, et pas en une seule année, sans doute, les pythagoréciens sont aperçus que la réponse à ce problème était non, et qu'ils pouvaient essayer toute la nuit s'ils voulaient, et que ça n'allait pas aider. Il n'y avait pas de solution à ce problème. Et c'est la première fois dans l'histoire des mathématiques, et peut-être dans l'histoire de la pensée, qu'on a posé un problème, et qu'on a répondu « il n'y a pas de solution à ce problème ». Alors souvent, quand j'expose ce type de connaissances à des lycéens, les lycéens disent mais vous n'avez pas essayé tous les nombres. Donc vous ne pouvez jamais être sûr que demain, quelqu'un ne va pas trouver une solution. Si, j'en suis absolument sûr. Il y a ici un argument qui est tout à fait convaincant. Et d'autres lycéens me disent, à l'inverse, ils me disent on est sûr qu'il n'en existe pas parce qu'on a essayé pendant un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, on s'est aperçu qu'il n'en existait pas. Donc là, je leur explique que des fois, on a cherché pendant 23 siècles et c'est seulement au bout de 23 siècles qu'on a résolu un problème. Donc un quart d'heure, bon, c'est bien, mais on peut faire mieux. Et là, on n'est ni dans le fait qu'on essaye, on n'y arrive pas, ni dans le fait qu'on espère que demain, on va y arriver. On est dans la certitude que ce problème n'a pas de solution. Et regardez, à la différence de la multiplication, je vous ai mis en rouge les mots importants. Les mots importants ne sont pas pair, impair, au carré, etc. C'est si, alors, donc, comme, donc, comme, donc, si, alors. Donc c'est ça les mots qui sont importants dans cet argument. Et une démonstration, ça marche comme ça. Vous devez traverser une rivière. Bon, vous ne savez pas nager, bien sûr. Et vous avez de la chance, au milieu de la rivière, il y a des pierres. Et donc vous pouvez essayer de sauter d'une pierre à la pierre suivante. Et donc ici, vous êtes là et vous dites, vous êtes sur la première pierre, ça veut dire que vous savez que n est pair, mais vous ne savez encore rien sur P, et puis alors hop, vous sautez sur la pierre suivante et vous dites donc P est pair. Et comme ça, votre connaissance progresse par bond, et de proche en proche, vous essayez
d'arriver à l'autre bout de la rivière que vous traversez. Donc une démonstration, contrairement à une multiplication, contrairement à une opération, c'est un processus dans lequel on progresse peu à peu. Et alors il faut faire attention parce qu'à chaque étape, il y a de multiples possibilités. Donc vous êtes sur une pierre, il y a de très nombreuses pierres sur lesquelles vous pouvez sauter. Par exemple, ici, on a commencé à s'intéresser à la parité de n. Est-ce que n est pair? Bon, on aurait pu se poser la question, est-ce que n est premier? Est-ce que n est un multiple de 3? Voilà, il y avait plein de questions qu'on pouvait se poser. Non, il fallait se poser celle-là. Et si vous aviez sauté sur la mauvaise pierre, pas de chance, il aurait fallu revenir en arrière et sauter peut-être sur la bonne pierre. Et donc ça fait que vous avez de très grandes chances de rester bloqué. Si vous commencez, non pas par vous poser la question est-ce que n est pair ou impair, mais est-ce que n est multiple de 3 ou pas, ou quoi, bah, vous allez à un moment rester bloqué. Et quand vous partez, vous avez un espoir très faible d'arriver sur l'autre rive. Donc je vous ai expliqué qu'il y a un problème qui s'appelle la quadrature du cercle, qui a été posé au IVe siècle avant Jésus-Christ, qu'on a résolu au XIXe siècle. Donc pendant 23 siècles, il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de le résoudre, donc qui ont sauté de pierre en pierre, qui sont restés bloqués. Et à vrai dire, quand on s'attaque à un problème comme la quadrature du cercle, on sait qu'on a des très petites chances d'arriver sur la rive opposée. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi certains y arrivent et d'autres non. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont vu qu'une pierre était la bonne pierre? Est-ce qu'ils ont eu juste de la chance? Ou est-ce qu'ils avaient vu tout le chemin dès le départ? Enfin, c'est des questions psychologiques, de psychologie qui sont compliquées. Bien, donc là, on était en 2500 ans avec la genèse de cette notion de démonstration par les pythagoriciens. Et il y a d'autres démonstrations qui sont contemporaines. Thalès, par exemple, avait inventé un moyen de mesurer les pyramides qui supposait une démonstration également. C'est difficile de dire quelle est la première démonstration de l'histoire, mais celle-là, on est très certainement une des premières. Et on est resté comme dans cet état à peu près pendant 2500 ans à nouveau, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où un philosophe, Gottlob Frege, et un mathématicien, David Hilbert, ont repris ce problème de la démonstration. Et vous vous souvenez qu'on peut sauter d'étape en étape dans une démonstration, sauter de pierre en pierre pour traverser la rivière. Et Frege et Hilbert se sont posé la question, vous voyez, avec 50 ans d'écart. Frege, c'est le tout début de ce qu'on appelle l'âge d'or de la logique. Et Hilbert, c'est la toute fin, la fin des années 20. Et la question que Frege et Hilbert se sont posées, c'est quelles sont les étapes qui nous permettent de progresser? Comment est-ce qu'on avance? Et une des étapes qui leur est apparue claire, c'est que si on sait déjà que si A alors B, et qu'on sait aussi que A, et vous voyez, ça c'est tout ce qui est au-dessus de la barre horizontale que j'ai mis, alors il y a une étape qui consiste à en déduire B. Donc ça, c'est une étape possible. Mais ce n'est pas la seule. Par exemple, si vous savez déjà que A et B est vrai, eh bien, vous pouvez en déduire A. Bon, ça a l'air moins... on a l'impression qu'on fait une moins grosse étape, on avance moins, on sait déjà que le ciel est bleu et les nuages sont blancs, et on en déduit que le ciel est bleu. Bon, super. Mais des règles comme ça, Frege et Hilbert, on en proposé une vingtaine, et en fait, une vingtaine de règles suffisent. C'est-à-dire toutes les démonstrations qu'on avait faites entre les pythagoriciens et Frege, eh bien, toutes les démonstrations de l'histoire des mathématiques, on peut les résumer, les ramener à un tout petit nombre de règles. Bon, alors comme ça, quand je vous les montre, vous dites, bon, j'aurais pu faire pareil. Hein, on se demande pourquoi l'humanité a attendu de 2500 ans pour proposer ces règles. Mais en fait, ce n'était pas si simple. Par exemple, Aristote a essayé, mais ça n'a pas marché. Le système d'Aristote, qui s'appelle la syllogistique, le système des syllogismes, est un système qui est trop faible pour faire tous les raisonnements qu'on connaît. Donc c'était une bonne première étape, mais ça ne marchait pas. Et au Moyen-Âge, d'autres personnes ont essayé, Raymond Lull, Guillaume d'Occam. À l'époque moderne, Leibniz a essayé, bon, mais à chaque fois, ils sont plantés, ils n'ont pas réussi. Voilà. Donc a posteriori, on se demande, mais comment est-ce qu'ils ont pu ne pas voir toute la simplicité de ces règles? Et bien c'est comme ça. A posteriori, c'est difficile d'expliquer pourquoi les gens avant nous étaient si ignorants, si bêtes, pourquoi ils ne trouvaient pas les solutions qui nous semblent, nous, complètement évidentes. Mais en fait, ce n'étaient pas des gens très bêtes. Aristote, Leibniz n'étaient pas spécialement connus pour leur bêtise. C'est surtout qu'ils avaient
pas la bonne manière de poser le problème. Et en fait, ce qui est surtout extraordinaire dans l'apport, notamment de Frege, c'est qu'il a complètement changé la question qu'on s'est posée. Et une fois que la question était bien posée, comme vous le savez, la réponse est facile à trouver. On est ici dans notre parcours historique. On n'est pas encore à la création du Palais des Découvertes. Le Palais des Découvertes, vous vous rappelez, a été créé en 1937, donc on est encore qu'en 1928, mais on a fait un bon bout du parcours, puisqu'on est parti quand même d'il y a 5000 ans. Et on arrive à la fin des années 20. Et la décennie suivante, on s'est aperçu que la démonstration a des rapports très compliqués avec la notion de calcul. Vous vous souvenez, on avait la notion de calcul qui nous venait de Mésopotamie, on avait la notion de démonstration qui nous venait de Grèce, et les rapports entre la notion de démonstration et la notion de calcul ont été très compliqués, et toute cette complexité est apparue dans les années 30, donc au moment de la création du Palais des Découvertes, quoique c'est peut-être des événements indépendants, j'en sais rien. Donc tout d'abord, il y a un théorème qui est principalement le théorème important en logique, qui a été démontré par Alonzo Church et Alan Turing. Et donc quand on parlait d'Alan Turing avant 2012, on était obligé d'expliquer qui était Alan Turing, mais maintenant, tout le monde a vu le film qui lui est consacré, et l'année du centenaire de la naissance d'Alan Turing en 2012 lui a permis de devenir très, très populaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Church et Turing sont des mathématiciens et des logiciens très comparables, en fait. Ils ont fait des choses qui allaient dans le même sens, qui étaient très, très comparables. Et quand on a fêté le centenaire, on a célébré, pardon, le centenaire de la naissance de Turing, il y a eu une année Turing qui s'est déroulée dans plus de 100 pays dans le monde. Donc, il y a des sacs à dos Turing, des tasses Turing pour boire son café, des casquettes Turing, des t-shirts Turing, etc. Et quand le Church était un tout petit peu plus vieux que Turing, donc le centenaire de sa naissance, c'était en 2003. Et là, il y a eu une après-midi qui a été organisée à la bibliothèque de Princeton, où il y a eu 2 exposés consacrés à l'œuvre d'Alan Turing. Donc, quoique de leur vivant, c'était des personnes très comparables, finalement, il y en a un qui a accédé à la célébrité et l'autre non. C'est très difficile d'expliquer pourquoi. J'en ai discuté avec quelques historiens, il y a quelques pistes. Une des pistes qui est la plus horrible, c'est l'idée que, en fait, dans le panthéon des sciences, il y a de la place pour un logicien. Voilà. Donc, maintenant que Turing a pris la place, c'est fini. Il n'y a pas de 2 places. Il n'y a pas de... Bon, donc c'est une hypothèse. Turing et Church avaient quand même des différences dans leurs intérêts. Par exemple, ils ont tous les deux commencé en faisant de la logique, et tous les deux ont vu la naissance de l'ordinateur, donc dans les années 40. Et autant Turing s'est enthousiasmé pour la naissance de l'ordinateur, et il a compris que ça allait complètement changer la logique, autant Church a dit, bon, ça a l'air d'être un outil rigolo, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et donc là-dessus, peut-être, il y a eu une différence d'appréciation. Puis une autre différence, c'est que Church est mort dans son lit très vieux, et puis Turing, comme vous le savez, est mort... il s'est suicidé relativement jeune, après avoir été condamné pour homosexualité. Et donc, bien entendu, Turing est aussi une figure plus romantique en ce sens-là, puisqu'il est mort plus jeune que Church. Bon, enfin, on ne sait pas pourquoi. C'est assez difficile d'expliquer pourquoi l'un est devenu une star et l'autre non. Mais quoi qu'il en soit, en 1936, ni l'un ni l'autre n'étaient des stars, et ils ont travaillé en fait indépendamment, puis après ensemble, pour démontrer ce théorème, qui est vraiment un des théorèmes les plus importants de la logique. Et ce que Turing et Church nous ont appris, c'est que la démonstration est vraiment, mais vraiment différente du calcul. Et jusqu'à Frege, jusqu'à Hilbert, on pouvait dire, bon, peut-être qu'on a l'impression qu'il y a une différence entre faire une multiplication et puis sauter de pierre en pierre, approcher de proche en proche, de la rive opposée de la rivière, mais peut-être on va se rendre compte à la fin que c'est des choses similaires. Mais en fait, non. Ce que Church et Turing nous ont montré, c'est que c'est complètement différent. Et alors pourquoi c'est complètement différent? C'est parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas, et là on est à nouveau sur un résultat négatif, exactement comme les pythagoréciens, il n'y a pas d'algorithme qui permet de savoir si une proposition a une démonstration ou non. Et donc, dès le départ, le calcul et le raisonnement apparaissent comme étant 2 choses complètement séparées, et l'informatique et les mathématiques, dans les années 30, vont prendre des chemins complètement divergents, complètement séparés. Et qu'est-ce que ça veut dire, le théorème de Church et Turing en dessin? Ça veut dire que cette idée que vous pouvez avoir un algorithme qui se trouve dans un ordinateur comme celui-ci, et vous rentrez
dans l'ordinateur une proposition, par exemple la proposition que les pythagoriciens essaient de démontrer, est-ce qu'il existe deux nombres n et p tels que n au carré soit égal à 2 fois p au carré, et vous attendez un petit peu que l'ordinateur calcule, et au bout de quelques minutes, l'ordinateur vous dit, bah voilà, j'ai trouvé la démonstration que cette proposition est fausse. Eh bien ça, c'est pas possible. Il n'existe pas d'algorithme qui prend en entrée une proposition et qui donne en sortie une démonstration, ou bien de cette proposition, ou bien de la proposition opposée. Voilà, donc c'est ça le théorème de Church et Turing. Donc non seulement les pythagoriciens ont progressé d'étape en étape pour résoudre le problème, et non en appliquant un algorithme comme le faisaient les Sumériens pour faire la multiplication, mais il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas d'algorithme qui aurait pu permettre aux pythagoriciens de résoudre leur problème. On pourrait penser, c'est juste que les pythagoriciens, les pauvres, il y a 2500 ans, ils ne connaissaient pas encore un algorithme pour résoudre ce genre de problème. Ben non, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas d'algorithme, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme qui permet de résoudre ce problème. Et donc, quand on présente ce résultat aux étudiants ou à un public comme vous, bien souvent on insiste sur le fait qu'il y a vraiment une différence. L'informatique, c'est l'informatique, c'est la science du calcul. Les mathématiques, c'est les mathématiques, c'est la science du raisonnement, et il n'y a rien à voir. Voilà, mais je vous ai dit, les rapports sont compliqués, et ils sont plus compliqués parce que dès les années 30, on avait déjà d'autres résultats qui allaient dans l'autre sens, qui allaient dans l'idée que le raisonnement et le calcul sont finalement beaucoup plus proches que ce que nous laisse montrer, que ce que nous montre, ce que nous laisse voir Church et Turing. Donc le premier résultat, c'est un résultat qu'on doit aussi à Church et à Turing. Et c'est celui qu'il existe un algorithme qui permet de savoir si une démonstration est correcte. Donc là, on fait quelque chose de beaucoup moins ambitieux. Ce n'est pas qu'on donne une proposition à l'algorithme et qu'on attend que l'algorithme construise la démonstration. On doit soi-même construire la démonstration et on doit rentrer dans l'ordinateur non seulement la proposition à démontrer, mais ce qu'on croit être une démonstration de cette proposition. Et l'ordinateur se contente de vous dire à la fin c'est correct ou c'est incorrect. Et alors, ce que fait cet algorithme est finalement pas si compliqué, parce que vous allez voir par vous-même qu'il est assez simple de distinguer une vraie démonstration d'une fausse démonstration. J'ai écrit à gauche une vraie démonstration, si A alors B, et par ailleurs je sais A, et donc j'en déduis B. Et là vous voyez que ça c'est une démonstration correcte. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que juste avant Church et Turing, Frege et Hilbert avaient remarqué qu'une règle de démonstration correcte était celle-ci, et avaient proposé ça comme les règles du jeu. Une des règles du jeu, c'est qu'on peut déduire B de si A alors B et A. Et alors, ici, il y a un paralogisme qui est bien connu, qui est si on a démontré que si A alors B, si on sait que si A alors B, et qu'on sait par ailleurs que B est vrai, eh bien, on peut être tenté d'en déduire A, mais à ce moment-là, c'est une erreur, on n'a pas le droit d'en déduire A. Et vous voyez que même si je n'avais pas rayé ce qui se trouve à droite et laissé en clair ce qui se trouve à gauche, eh bien, par vous-même, vous auriez très facilement vu que le raisonnement était incorrect. Donc, en fait, ce que fait l'algorithme, c'est simplement de vérifier étape après étape. À chaque fois qu'on écrit donc, l'algorithme doit juste trouver une règle qui permet de déduire la proposition à partir de propositions qui se trouvent au-dessus. Et ça, ce n'est pas un algorithme très compliqué. Voilà, donc s'il n'y a pas d'algorithme qui fabrique des démonstrations, il y a des algorithmes qui vérifient des démonstrations. Et ça c'est essentiel dans la notion de démonstration. Si la notion de démonstration, on n'était pas capable de vérifier la correction d'une démonstration, si la correction d'une démonstration ne nous apparaissait pas comme relativement évidente, eh bien, à ce moment-là, on ne pourrait pas communiquer des démonstrations. Vous pourriez faire une démonstration, me la communiquer, dire « j'arrive pas à voir pourquoi c'est une démonstration correcte ». Donc, le fait même que la communication d'une démonstration soit possible repose sur ce deuxième théorème, dû aussi à Church et à Turing. Mais alors, ce théorème a une autre conséquence, qui est aussi un résultat positif, c'est qu'il existe un semi-algorithme qui permet de construire les démonstrations. Et là, vous voyez que la seule chose que j'ai changée par rapport au théorème de Church et Turing qui disait qu'il n'existait pas d'algorithme, c'est que j'ai ajouté le préfixe semi-algorithme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un semi-algorithme? Eh bien c'est comme un algorithme, sauf que c'est donc un procédé qui vous permet de faire un calcul, sauf que quand vous commencez le calcul, ou bien la proposition que vous avez donnée a une démonstration, et dans ce cas-là, vous êtes sûr que l'algorithme va la trouver.
Donc c'est déjà pas mal quand même. Ou bien la proposition n'a pas de démonstration, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit. En fait, vous êtes sûr de rien, et vraisemblablement, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur va calculer et calculer et calculer et calculer, et jamais terminer son calcul. Donc vous voyez la différence entre un calcul d'une multiplication, où vous faites la multiplication est terminée, et vous saviez même avant de la commencer que ça allait vous prendre 1 minute. Ici, vous vous lancez dans un calcul dont vous ne savez pas si vous allez le terminer un jour. Mais vous savez que si la proposition est démonstration, alors l'algorithme va se terminer et vous donner la démonstration. Et en fait, comprendre ce semi-algorithme est extrêmement simple. Je vais vous donner un semi-algorithme qui a le mérite d'exister. C'est son seul mérite, parce que c'est un très mauvais algorithme. Vous avez peut-être lu une nouvelle de Borges qui s'appelle La bibliothèque de Babel. Et la bibliothèque de Babel, c'est une bibliothèque où il y a tous les livres. Donc il y a d'abord 26 livres qui ne comportent qu'une lettre. Donc il y a le livre A, le livre B, le livre C, le livre D, le livre Z. Et hop, ils sont rangés sur un rayon. Puis sur le rayon suivant, vous avez tous les livres de 2 lettres. Donc A, AB, AC, AZ, puis BA, BB, BC, etc. Bon. Alors il y a là quelques livres qui commencent à vouloir dire quelque chose. Par exemple, vous avez le livre ET. E est un mot de la langue. Donc c'est un livre qui commence à raconter une histoire. L'histoire est courte, mais après il y a des textes un peu plus longs, puis des textes un peu plus longs et des textes un peu plus longs. Alors bien sûr, quand vous arrivez aux textes qui font 1 million de caractères, il y en a beaucoup, mais parmi tous ces textes, vous avez l'Iliade, vous avez l'Odyssée, vous avez Madame Bovary, vous avez même le prochain Marc Lévy qui n'a pas encore qui n'est pas encore en librairie. Il est déjà dans la bibliothèque de Babel. Donc, oui, il suffit d'aller le chercher. C'est pas la peine que les écrivains se fatiguent à écrire. Il suffit qu'ils sortent le livre de la... Bah, attention, il y a aussi le prochain livre qui va sortir, mais avec juste une faute d'orthographe à un endroit. Donc il fallait prendre de bons livres. Bien, donc c'est bien sûr une bibliothèque imaginaire. Borges n'avait pas cette bibliothèque chez lui, et vous non plus, du moins j'espère. Vous l'avez peut-être, mais seulement jusqu'à 3 lettres ou 4 lettres. Pas beaucoup au-delà. Mais alors, vous voyez qu'il suffit ensuite de regarder chacun de ces textes et de vous poser la question, est-ce que c'est une démonstration du fait qu'il n'existe pas de nombre n et p tel que... Regardez, dans la bibliothèque de Babel, j'ai trouvé ça. Et en le lisant, je me suis dit, ah ben oui, c'est une démonstration correcte du théorème démontré par les pythagoriciens. Et donc là, je me suis arrêté. Et j'ai imprimé ça sur l'écran de mon ordinateur. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé la démonstration. Bien sûr, si la proposition dont je cherchais une démonstration n'a pas de démonstration, eh bien, l'énumération va se continuer, se continuer, se continuer. Et après, tous les textes de 1 million de caractères, on va faire ceux de 1 million 1 caractères, puis 1 million 2 caractères, puis 1 million 3 caractères. Et il n'y a aucune raison que cet algorithme s'arrête. Donc, ce n'est pas un algorithme que je vous conseille d'écrire et d'utiliser dans votre ordinateur, parce que le temps pour trouver une démonstration va être très très long. Il y a beaucoup de textes hein, avant les bons. Il y a beaucoup de textes qui ne veulent rien dire. Mais, en tout cas, c'est un algorithme qui existe et qu'on peut commencer à essayer d'améliorer. Et donc ça, c'est une grande partie de la recherche aujourd'hui en logique, c'est d'améliorer cet algorithme. Donc ça fait un deuxième résultat positif. Le premier, c'est que les démonstrations peuvent être vérifiées. La deuxième, c'est qu'on peut fabriquer des semi-algorithmes qui construisent des démonstrations. Et puis, il y a un troisième type de résultat positif qu'on avait avant Church et Turing. Puisque avant que Church et Turing démontrent qu'il était impossible de trouver un algorithme qui fabrique des démonstrations, Pressburger, Skolem et Tarski avaient donné des exemples d'algorithmes qui construisaient des démonstrations, mais dans des cas très particuliers. Donc Pressburger, par exemple, avait pris des problèmes d'arithmétique dans lesquels il n'y avait pas la multiplication. Donc on ne peut pas faire beaucoup d'arithmétique sans la multiplication. Par exemple, on ne peut pas faire de multiplication, mais on a un certain nombre de problèmes pour lesquels Pressburger avait trouvé un algorithme qui fabrique toutes les démonstrations pour cette petite partie des mathématiques. D'ailleurs, Tarski, qui est là, qui était le directeur de thèse de Pressburger, a dit à Pressburger, non, c'est trop simple. Il faut continuer
Et donc on est dans les années 29, là, en 1929, et donc Tarski dit à Pressburger, il faut continuer et trouver un algorithme qui trouve toutes les démonstrations, et seulement comme ça, on te donnera ton diplôme. Malheureusement, pour Pressburger, c'était difficile, puisque Church et Turing ont montré 7 ans après qu'un tel algorithme, il n'y en avait pas. Là, Tarski a dit oui, j'étais un peu dur avec ce pauvre Pressburger. Bien, mais comment est-ce que marchent les algorithmes de Pressburger, de Skolem et de Tarski? Eh bien, je vais vous montrer un exemple qui n'est pas ni donné par Pressburger, ni par Skolem, ni par Tarski, puisque de toute façon, il y a de la multiplication et de l'addition dans ce cas-là. Mais vous allez juste voir une manière vraiment idiote de démontrer un théorème, et vous allez voir qu'on n'est pas très loin de faire des calculs. Je vous ai pris ici une équation algébrique, et je l'ai prise un peu au hasard, à vrai dire. C'est pas une équation très intéressante. Vous pouvez répéter ce que je vais vous dire avec n'importe quelle équation. Et on se pose une question de savoir si cette équation a des solutions dans le domaine des nombres entiers. Et donc là, on reste très pythagoricien dans l'esprit, c'est-à-dire on ne cherche pas des solutions comme racine de 2 ou je ne sais pas quoi, ou 1,5 ou 4,8. On cherche des nombres entiers. Bon, et quand vous la voyez comme ça, je ne sais pas si vous avez une idée de solution. Ça ne saute pas tout à fait aux yeux. OK ? Bon, donc voilà un petit raisonnement, et on va commencer d'une manière très grecque par un raisonnement sans faire de calcul. Le raisonnement, c'est le suivant. C'est que si x est supérieur à 50, alors, et regardez la ligne qui est au milieu en noir, et bien dans ce cas-là, x à la puissance 5 est supérieur à 7x3 plus 2x au carré plus x plus 10. Voilà. Et si vous ne me croyez pas, je vous ai donné une démonstration qui se trouve au-dessus, mais qui est pas rigolote à lire, mais qui n'est pas des mathématiques difficiles. Je vais juste vous montrer un petit bout. Par exemple, si vous prenez la cinquième ligne, là où on vous explique que x5 est supérieur à 50, à 5 fois 10, ça veut dire 5 fois 10. Bon, vous savez que si x est supérieur à 50, x au carré, x au cube, x à la puissance 4, x à la puissance 5, c'est des nombres qui sont plus grands que 50 que vous multipliez par eux-mêmes 5 fois. Bon, ça va faire un nombre plus grand que 50. Donc là, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Et puis, si vous voulez un cas plus compliqué, par exemple, x3 est supérieur à 50, donc x3 est supérieur à 10, donc x5 est supérieur à 5 fois 2x au carré. Bon, donc vous avez comme ça des 5 inégalités qui ne sont pas difficiles chacune à obtenir. Et quand vous les ajoutez toutes les 5 et que vous divisez par 5, vous obtenez ce que j'ai écrit au milieu, qui est que x5 est strictement supérieur à 5. Donc vous savez que si x est un nombre qui est supérieur à 50, eh bien, il n'est pas une solution de cette équation. Donc, les deux phrases que j'ai mises en rouge sont équivalentes. L'équation que je vous ai donnée a une solution. Si et seulement si, cette équation a une solution comprise entre 0 et 50. Et vous voyez qu'il y a une énorme différence entre les deux phrases. La première, je parle d'une solution de l'équation qui peut être un nombre entier. Donc là, je cherche une solution parmi un ensemble infini de nombres, les nombres entiers. Alors que dans le deuxième problème, je suis revenu de Grèce en Mésopotamie, je m'intéresse à des solutions qui sont comprises entre 0 et 50, et ça, des nombres compris entre 0 et 50, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 51. Et donc, pour résoudre le deuxième problème, il me suffit d'essayer 0, d'essayer 1, d'essayer 2 et d'essayer 3. Et comme aujourd'hui, contrairement à l'époque de Skolem, nous avons des ordinateurs, j'ai écrit un petit programme pour vous. Donc le programme, c'est les deux lignes qui sont là. Et j'ai fait le calcul. Si vous avez un 0 dans ce tableau, vous avez une solution à l'équation. Et si vous n'avez pas de 0, eh bien vous n'avez pas de solution à l'équation. Donc vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de 0. Et donc il n'y a pas de solution à l'équation. Et vous voyez que cette méthode on va appeler la méthode de Pressburger, si vous voulez, ce n'est pas la méthode de Pressburger, mais c'est la même idée, c'est cette méthode d'élimination de l'infini qui nous permet de nous ramener à un nombre fini de cas, et puis après de les énumérer, eh bien, elle n'est pas très différente de la méthode de la bibliothèque de Babel, qui consiste à énumérer tous les textes possibles pour se demander a posteriori si ce sont des démonstrations ou non de ce qu'on cherche à démontrer, avec une différence, c'est que là, quand j'arrive à 50, je m'arrête. Et donc, je réponds oui, ou je réponds non, mais je m'arrête toujours. Alors que la méthode de Turing et Church, eh bien, on n'a pas de moyen de l'arrêter. Bien, donc nous voilà arrivés en 1936 avec ces trois résultats positifs,
l'existence d'un algorithme qui permet de vérifier des démonstrations, l'existence d'un semi-algorithme qui permet de chercher des démonstrations, et ces algorithmes d'élimination de l'infini qui nous permettent de ramener un problème qui porte sur une infinité d'objets à un problème qui porte sur un nombre fini d'objets. Et donc nous voilà arrivés en 1936 à la veille de la création du palais des découvertes. Et les 20 années qui vont suivre vont être des années relativement silencieuses concernant cette notion de démonstration. De la deuxième moitié des années 30 au milieu des années 50, il ne se passe pas grand-chose, sauf qu'il y a un événement qui va finir par influencer cette notion de démonstration et notre compréhension de cette notion de démonstration, c'est qu'on a inventé, dans les années 40, un objet qu'on appelle l'ordinateur. Et c'est difficile de dire exactement quelle est la date à laquelle on a inventé l'ordinateur, mais on sait que c'est entre 41 et 47. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tellement de mystère? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est entre 41 et 47? C'est parce que ce qu'on appelle un ordinateur, vous pouvez avoir différentes définitions, qui ne changent pas beaucoup, mais qui changent un peu. Et selon que vous prenez une définition relativement large de ce qu'est un ordinateur, le premier ordinateur, c'est la machine Z3 d'un chercheur allemand, d'un ingénieur allemand qui s'appelle Konrad Zuse. Et si vous prenez une définition relativement restreinte, eh bien, le premier ordinateur ne date que de 1948, et c'est ce qu'on appelle la machine de Manchester, qui est une machine qui a été construite à Manchester. Voilà, mais c'est des petits détails. Alors, bien entendu, 41, un ingénieur en Allemagne, donc vous apercevez qu'il y a un certain nombre de gens, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont essayé de dire que la machine de Zuse n'était pas du tout un ordinateur. Donc ces questions de paternité de l'ordinateur interfèrent avec des questions historiques un peu plus tendues. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi très difficile de se mettre d'accord sur l'âge de l'invention de l'ordinateur. Bon, mais à partir de 1946, il y avait des ordinateurs, mais de 1946 à 1956, les ordinateurs n'étaient pas terribles. Ils permettaient de faire des tout petits calculs, ils avaient des toutes petites mémoires. Et c'est seulement à partir de 1956 qu'on a commencé à avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour qu'on se dise, tiens, il y a 20 ans, Church, Turing, Presburger et compagnie nous avaient laissé des théorèmes, et est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser? Et vous vous souvenez, il y avait 3 théorèmes, et il y a 3 types de programmes informatiques qui sont apparus. Et vous voyez qu'ils sont apparus très très doucement, puisque le premier événement c'est 56, le dernier événement c'est 76, et donc il ne faut pas croire qu'en 56 les gens se sont précipités pour utiliser des ordinateurs pour faire des démonstrations, c'est venu très très doucement. Donc en 1956, il y a Newell, Simon et Shaw qui ont fait le premier programme qui recherchait des démonstrations. C'était un programme qui s'appelait Logic Theorist et qui a réussi à démontrer que si A et B étaient vrais, alors A était vrai aussi. Et donc Newell, Simon et Shaw ont sauté au plafond en disant ça y est, on a fait une machine intelligente, une machine qui, de l'hypothèse A et B, a réussi à démontrer A. Bon, mais c'était une très grande avancée, c'était la première fois qu'un ordinateur démontrait quelque chose tout seul. Simon, pas pour ça, a eu, enfin pour ça et pour d'autres choses, a eu 2 prix Nobel dans sa vie, qui sont 2 faux prix Nobel. Donc il a eu le prix Nobel d'économie, qui, comme vous le savez, n'est pas un prix Nobel, c'est un prix inventé en l'honneur de Nobel, bien indépendamment du testament de Nobel. Et puis il a eu un prix qui est le prix Nobel d'informatique, mais qui est encore moins un vrai prix Nobel, qui s'appelle le prix Turing, qui est le meilleur prix en informatique. Donc Simon est une des rares personnes à avoir eu 2 prix équivalents au prix Nobel. Bien, et donc j'ai failli connaître Newell, puisque j'ai été chercheur invité quand j'étais au tout début de ma carrière dans le labo où il avait été. Il était déjà très vieux à l'époque. Et il est mort la veille du jour où je suis arrivé dans le labo. Et le labo était entièrement, c'était l'état de siège. Donc j'ai passé ma première semaine dans ce labo à assister à des cérémonies en l'honneur de Newell. Et donc c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai appris son existence. Je connaissais peu ses travaux quand j'étais étudiant, ce qui est une honte à moi. Et du coup, j'ai découvert qui c'était à ce moment-là. 10 ans plus tard, Nicolas Debrun, qui est un chercheur hollandais, comme vous pouvez le deviner par son nom, a eu l'idée que tout ce que faisaient Newell, Simon, etc. ne marchait pas, et qu'il fallait faire des choses plus simples. Et Debrun est quelqu'un qui a
toujours été un modèle de simplicité. Lire les articles de Debrun, on a l'impression qu'on comprend tout, puis après on s'aperçoit qu'il y a une grande profondeur cachée derrière cette simplicité. Et Debrun a dit, fabriquer des démonstrations, c'est beaucoup trop difficile. Il faut commencer par le début, c'est-à-dire vérifier des démonstrations. Et vous vous souvenez que le deuxième résultat de Church et Turing, c'était qu'on pouvait vérifier des démonstrations. Il y avait un algorithme pour faire ça. Et donc Debrun a fait un système qui s'appelait Automate. Et déjà dans le système Automate, donc qui date de 1967, Debrun avait réussi à vérifier un livre entier de mathématiques destiné aux étudiants de première année. Donc on était déjà bien au-delà de ce que Newell et Simon et Shaw faisaient, qui était de déduire A de A et B. Alors, attention, Newell-Simon, l'ordinateur le déduisait tout seul. Debrun, il fallait le déduire, et Automate disait c'est correct. Enfin, ça permettait d'aller beaucoup plus loin. Et puis, 10 ans plus tard encore, en 1976, le premier théorème a été démontré en utilisant la méthode que je vous ai montrée, la méthode d'élimination de l'infini. Et ce théorème, qui a été très important dans la méthodologie, puisque c'est la première fois qu'on a utilisé un ordinateur, non pas pour démontrer quelque chose que tout le monde savait, ou pour vérifier des démonstrations que tout le monde pensait justes, même s'il pouvait y avoir des erreurs, mais pour démontrer un nouveau théorème, c'est-à-dire pour faire croître réellement les connaissances mathématiques. Et ce théorème, c'est le théorème des 4 couleurs. Alors, le théorème des 4 couleurs, il dit quelque chose de très simple, c'est que quand vous avez une carte de géographie, vous pouvez la colorier. Si vous voulez colorier chacun des pays, il ne faut pas que 2 pays qui se touchent aient la même couleur, sinon on ne voit pas que c'est 2 pays différents. Okay. Et donc, si vous prenez n'importe quelle carte, 4 couleurs, 4 crayons de couleur suffisent. Et donc ça, c'est un théorème qu'on pensait juste depuis le milieu du 19e siècle, et on a mis plus de 100 ans pour le démontrer, et c'est Apple et Haken, donc en 1976, avec un programme informatique, qui l'ont démontré. Apple et Haken ont montré qu'il suffisait de vérifier 1476 cartes, exactement comme on a fait 51 valeurs ensemble pour l'équation, et ils ont dit, si ça marche pour ces 1476 cartes, ça marche pour toutes les cartes, parce que les grosses cartes, c'est facile, c'est les petites cartes qui sont difficiles. Et donc ils ont fait un programme qui a tourné pendant 3 semaines, et au bout de 3 semaines, le programme a dit, ça y est, j'ai fini de vérifier les cartes, donc le théorème est démontré. Et vous voyez ici que ces 3 types de programmes décalquent exactement les 3 résultats positifs qu'on avait vus dans les années 30. Et donc la recherche des années 30 a vraiment mis entre 20 et 40 ans pour trouver une incarnation. Et la raison en était que dans les années 30, on n'avait pas encore les outils pour exécuter ces algorithmes. Alors je vais prendre un exemple un peu plus riche que cela, qui est le théorème de Hales. Et donc le théorème de Hales, c'est un autre théorème comme le théorème des 4 couleurs, qui a été démontré à l'aide d'un ordinateur. Et ce théorème a un énoncé qui est relativement simple, et qui est un problème qui avait été posé par Kepler en 1611. Donc c'est un problème qui est resté quand même non résolu pendant presque 400 ans. Et c'est seulement en 4 siècles après que Hales l'a résolu. Et il a un point commun avec le théorème des 4 couleurs, c'est que l'énoncé est extrêmement simple à comprendre. Donc ce que nous dit Kepler, c'est que si vous avez des boulets de canon, donc aujourd'hui on est un peu plus pacifiste qu'à l'époque de Kepler, donc c'est présenté avec des oranges. Donc si vous avez des oranges, mais le concept mathématique commun aux oranges et aux boulets de canon s'appelle les sphères. Donc si vous avez des sphères qui peuvent être des boulets de canon ou des oranges, vous voulez les empiler. Et il faut les empiler exactement comme ça, comme c'est sur la figure E. Là. Donc, et comme ça, vous occupez... Bien sûr, vous n'avez pas 100% de l'espace qui est occupé par des oranges. Hein, vous ne pouvez pas paver l'espace avec des sphères. Mais vous perdez le minimum d'espace. Et vous occupez 74% de l'espace avec des oranges. Voilà, donc ça, on le savait déjà à l'époque de Kepler. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est si c'était possible de faire mieux que 74% ou pas. Et c'est ce qu'a démontré Hales, que comme... Bon, il y a une démonstration très simple du théorème de Kepler, mais qui n'est pas une démonstration mathématique, qui est que si vous allez sur un marché, bien, ça fait 400 ans qu'on vend des oranges ou des fruits, enfin vaguement sphériques, et s'il y avait une meilleure configuration, les marchands de fruits l'auraient trouvé, très certainement. Bon. Donc comme aujourd'hui encore, si vous allez sur un marché, les oranges sont réparties dans ce cristal qu'on appelle cubique face centrée ou hexagonal compact, eh bien, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de meilleure solution. Bon, mais c'est quand même pas une démonstration. Et ce qu'a fait Hales avec Sam Ferguson, Thomas Hales avec Sam Ferguson, c'est démontrer ce théorème.
En fait, en 1953, il y avait un mathématicien qui s'appelle Laszlo Fejéstot qui avait déjà démontré qu'on pouvait se ramener à un nombre fini de configurations. Donc exactement comme notre équation algébrique, on doit imaginer l'ensemble des manières de répartir des oranges dans l'espace, et ça, il y en a beaucoup. Et Fejéstot dit il y a une seule, il y a qu'un nombre fini de configurations à explorer. Et Todd, d'ailleurs, termine son article d'une manière assez loufoque, parce qu'il dit, bien sûr, mais la quantité de calcul à faire est tellement astronomique que jamais aucun mathématicien n'aura le courage de faire ce calcul. Donc, il faut oublier cette méthode. Et donc, en 1953, ou bien Fejéstot n'avait pas encore vu un ordinateur, ou bien il n'avait pas conscience du fait que les ordinateurs allaient se développer autant que ce qu'ils se sont développés. Mais il a fallu attendre 40 ans, 45 ans, pour que Hales et Ferguson, d'abord, améliorent le résultat de Fejéstot en demandant moins de calculs, et utilisent un ordinateur relativement puissant pour démontrer le théorème. Alors, quand ils l'ont démontré, ils ont sauté au plafond, comme tous les mathématiciens quand ils démontrent un résultat, mais en fait, c'était le début de leur calvaire. Parce qu'ils ont essayé de publier leurs résultats. Mais alors, que publier? Si vous demandez à l'ordinateur qui a énuméré tous les cas possibles, vous avez un article qui ressemble à ça. Et les lecteurs n'aiment pas. Si vous écrivez ça dans un article, les lecteurs n'aiment pas. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'était d'écrire juste le programme dans l'article. Leur programme fait déjà des centaines de pages. Et donc, les gens qui ont lu l'article ont dit on ne comprend rien. On ne va pas reprogrammer l'ordinateur. On ne va pas... D'ailleurs, même si on le reprogrammait, on pourrait se tromper. Donc, on ne va pas refaire des heures de calcul. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut trouver une autre démonstration. Et donc, Hales et Ferguson ont dit si vous n'êtes pas content, refaites le programme vous-même. On vous explique comment faire l'algorithme. Les gens ont dit c'est pas notre boulot, c'est votre boulot. Bon. Donc, 12 ans après la démonstration, le résultat n'était toujours pas publié. Puis, il y a des gens qui ont commencé à dire mais de toute façon, il y a forcément des bugs. Un programme de 100 pages, comment est-ce que vous voulez qu'il soit correct, qu'il n'y ait pas de bugs? Donc, naturellement, Hales et Ferguson ont répondu mais la charge de la preuve est de votre côté, si vous pensez qu'il y a des bugs. Non, la charge de la preuve est de votre côté, c'est à vous de démontrer le résultat, et pas de nous donner des programmes qui ne marchent pas. Et puis, il y avait une question de lisibilité, qui était, on va lire ça, et qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on est capable de lire... Une démonstration, c'est quelque chose qui doit être communicable, c'est pas des sommes de fichiers qu'on s'envoie par mail. Et il y avait aussi la question de la reproductibilité, qui était tout à fait nouvelle en mathématiques. Les physiciens ont tout à fait l'habitude que quand il y en a un qui fait une manip, il y en a un autre qui fait une autre manip dans un autre labo pour vérifier que ça fait le même résultat. Mais là, il fallait trouver quelqu'un qui acceptait de reproduire la manip. Et ça, on n'avait jamais vu ça en mathématiques. Quand une démonstration, elle est là. Il n'y a pas besoin de la reproduire, il n'y a pas besoin de la refaire ailleurs pour vérifier que même quand on change la température et la pression, la démonstration reste correcte. Donc, de 1998 à 2003, Hales a compris qu'il y avait un problème avec sa démonstration. Non pas que sa démonstration était fausse, mais que ce type de démonstration fabriquée par un ordinateur n'était pas recevable par la communauté. Et donc c'est là qu'il s'est souvenu que Debrun avait écrit un programme qui s'appelait Automate. Et il a dit, eh bien, il faut que ma démonstration, non pas je l'écrive dans le langage de Debrun, alors oubliez Automate, Automate en 2003 était plus utilisé, il y avait d'autres programmes que Hales a utilisés, mais c'est que l'ordinateur qui fait les calculs doit fabriquer une démonstration qui elle-même va être illisible, qui elle-même va être extrêmement grosse, mais qui pourra être vérifiée par un programme. Bon, et alors à ce moment-là, on n'aura pas résolu le problème de la lisibilité, mais on aura résolu le problème de l'existence de bugs et de la reproductibilité. Et donc c'est ce que Hales a fait avec une équipe qui maintenant, ils étaient plus deux, ils étaient 22 je crois dans cette équipe. Et encore, je crois qu'ils ont fait travailler pas mal de gens qui faisaient des petites tâches, des petites mains, qui faisaient des petites tâches pour eux. Et en 2007, j'avais écrit un livre où je disais que je pensais que Hales ne terminerait pas sa preuve avant 10 ans. Et il a été gentil, il a terminé en 11. Et donc, il a terminé en 2014. Et donc, aujourd'hui, nous avons une double raison de penser que Kepler, en 1611,
avait raison de dire qu'il n'y avait pas de meilleur moyen d'empiler les oranges. Le monde dans lequel ces trois programmes, Logic Theorist, Automate et le programme qui a démontré le théorème des 4 couleurs nous ont amené est un monde complètement nouveau et un monde qui n'a rien à voir avec le monde de la démonstration du XXe siècle et a fortiori des siècles qui ont précédé. D'abord, on a de nouveaux théorèmes, comme le théorème des 4 couleurs, le théorème de Kepler. Je ne vous ai pas parlé du théorème des triplés pythagoriciens, c'est un théorème qui a été démontré l'an dernier, enfin, il y a 2 ans, avec ce même genre de méthode. Et il y a de nouvelles démonstrations pour ces théorèmes. La notion même de démonstration change. Par exemple, la démonstration de ces triplés pythagoriciens, elle prend 200 téraoctets. Donc, vous n'avez peut-être pas tout à fait les ordres de grandeur, parce que même quand on entend téraoctet, on n'arrive pas à s'imaginer ce que c'est. Un octet, c'est la taille d'un symbole. Donc quand vous écrivez A, c'est un octet. Un kilooctet, c'est 1000 octets, c'est la taille d'une page. Vous avez 1000 symboles sur une page. Un mégaoctet, c'est 1000 pages, donc c'est ce qu'on appelle d'habitude un livre. Okay, un gros livre, un petit livre, peu importe. Bon, disons, c'est l'ordre de grandeur du livre. Un gigaoctet, c'est 1000 livres, c'est ce que vous avez chez vous, peut-être dans votre bibliothèque. C'est la petite bibliothèque du lycée. Vous voyez, il y a 1000 livres à la bibliothèque du lycée. Un téraoctet, c'est 1000 gigaoctets, c'est 1000 bibliothèques, c'est 1 million de volumes. Et donc, la Bibliothèque nationale de France, qui a 14 millions de volumes, a de l'ordre de 10 téraoctets. Et la démonstration du théorème des triplés pythagoriciens fait 200 téraoctets. Donc, si vous voulez l'imprimer, eh bien, il faut commencer par construire 80 tours comme les tours de la Bibliothèque nationale, et hop, vous stockez les feuilles qui sortent de l'imprimante. La lisibilité d'une telle preuve n'est même pas une question qui se pose. Quand vous aurez fini de lire tous les livres de la Bibliothèque nationale, vous aurez lu 5%, et il y en a des livres à la Bibliothèque nationale, vous aurez lu 5% de la démonstration. Donc c'est un objet qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une démonstration. Les mathématiciens, mon prof de maths quand j'étais à la fac, disait toujours que les physiciens coûtaient des fortunes, mais que pour faire des mathématiques, on n'avait besoin que d'un tableau noir et d'une craie. Bah, avec un tableau noir et une craie, 200 téraoctets, il faut écrire petit. Ce qui fait partie de notre nouveau monde, c'est que le fait que les mathématiciens ont aujourd'hui des instruments. Donc vous savez que les physiciens, pendant longtemps, n'ont pas eu d'instruments. Et puis, Galilée a inventé la lunette. En fait, Galilée a juste volé une longue vue qui était déjà utilisée par les marins, et il a eu l'idée de la pointer vers Jupiter. Mais ce n'était pas une si mauvaise idée, finalement. Et en fait, à l'époque de Galilée, Galilée avait observé la première nova. C'était pas encore une supernova, je crois que c'était une nova déjà. Et il y a un certain nombre de gens qui ont dit à Galilée, mais la tache que tu vois dans la lunette, c'est une aberration qui est due à un effet optique de la lentille. Tu n'as rien vu, il n'y a pas du tout d'astre dans le ciel qui ressemble à ce que tu as vu. C'est exactement le même argument qu'on a opposé à Hales. C'est que tu as eu l'illusion de démontrer un théorème, mais parce qu'il y a un bug dans ta démonstration. La bug, c'est le nom de l'aberration en mathématiques. Et donc ça, il faut répondre à ces questions. Il faut montrer qu'il n'y a pas d'aberration possible dans la lunette, il faut faire un télescope au lieu de faire une lunette. C'est ce genre de questions qui se posent. Une chose qui est complètement différente, c'est que je vous ai fait une démonstration à peu près complète du fait que l'équation n'a x5 égale 7x3, etc., n'a pas de solution. Donc vous savez que l'équation n'a pas de solution. Mais savez-vous pourquoi cette équation n'a pas de solution? Et ça, c'est plus ou moins ce qu'on appelle une entorse à la démarche scientifique. Vous vous souvenez là quand on a essayé les 50 valeurs? Je vais vous donner un exemple similaire. J'ai un dé chez moi, j'aurais pu l'apporter, mais je ne sais pas apporter. J'ai lancé 50 fois le dé. Et alors, croyez-moi ou non, jamais je n'ai obtenu de 8. Alors, j'aurais pu me dire, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas obtenu de 8. Et ça, c'est ce qu'on appelle une entorse à la démarche scientifique. La démarche scientifique consiste à dire, tiens, j'ai pas obtenu de 8, mais il doit y avoir une raison. Ah bah oui, il n'y a pas de 8 sur le dé. Donc forcément, j'ai eu que des 1, des 2, des 3, des 5 et des 4, des 5 et des 6. Alors que exactement ce qu'on a fait ici, c'est exactement cette fatuité
qui consiste à dire on a essayé jusqu'à 50, ça ne marche pas, bah ça ne marche pas, voilà, il n'y a rien à expliquer. On est content du résultat, on est content de soi qu'on a fait ça. Et pourtant, on devrait se dire, mais alors pourquoi aucun de ces 50 nombres ne marche? Exactement comme quand le dé ne sort jamais un 8, on doit se poser la question de pourquoi. Ben non, là on ne se pose pas la question. On peut se la poser, mais on ne sait pas répondre. D'ailleurs, quand je vous ai fait cette démonstration, il n'y a rien que vous avez remarqué dans le résultat. Il n'y a pas de 8, d'abord, mais même il n'y a que des 4. Ben, je vais vous donner une autre. Maintenant, vous savez que dans le produit de 12 356 enfin, de ces deux nombres-là, dans le résultat, il n'y a que des 4, mais vous ne savez pas pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous faire une autre démonstration. Si vous avez fait un peu de mathématiques, le 36, là, 4, 36, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est 4 fois 9. Donc, regardez, à gauche, le 36, c'est 4 fois 9, et à droite, c'est 4 fois 11 111 111. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a que des 4. C'est parce que, voilà ma nouvelle démonstration. 12 345 679 fois 36 est égal à 444 444 444 parce que 12 345 679 fois 9 est égal à 1. Pardon, pas à 1, à 111 111 111. Et donc il suffit de multiplier par 4 des deux côtés, et ça vous explique le résultat. D'ailleurs, si vous avez multiplié par 7 des deux côtés, eh bien, vous auriez obtenu que 12 345 679 fois 63 est égal à 777 777 777. D'ailleurs, c'est un tour de magie qu'on doit à un logicien du 19e siècle. Il prenait un enfant, alors avec les calculatrices, le tour de magie est moins drôle, mais il prenait un enfant, il lui disait « Quel est ton chiffre préféré ?» Et alors, il fallait espérer que l'enfant ne réponde pas 0, mais enfin, s'il répondait 4, par exemple, ce logicien lui faisait faire la multiplication fois 36. S'il répondait 7, il faisait faire la multiplication fois 63. Et l'enfant, émerveillé, ne voyait que son chiffre préféré apparaître dans le résultat. Et il n'est pas difficile de deviner qui était ce logicien. C'est un logicien qui est aussi romancier, qui a écrit des livres pour les enfants. C'est Lewis Carroll. Voilà, alors on peut mieux faire, hein, on peut expliquer pourquoi 12 345 679 fois 9 est égal à 111 111 111. C'est une autre explication, c'est une troisième démonstration encore plus explicative. Mais ça, c'est des démonstrations pas du tout explicatives. Et la démonstration du théorème de Hales, pareil. Et la démonstration du théorème des 4 couleurs, pareil. Et la démonstration des triplets pythagoréciens aussi. Trouver une explication qui est comme ça et qui peut vous convaincre dans 200 téraoctets, c'est compliqué. Alors, il y a moins d'erreurs dans les démonstrations. Et ça, à chaque fois que je fais cet exposé devant des profs de maths, ils me disent « Mais moi, de toute façon, il n'y a jamais d'erreur dans mes démonstrations. » C'est vrai, tant mieux. Mais cette notion de certitude mathématique et de rigueur mathématique est une notion très survendue. Balthus, qui est un historien, a étudié différentes preuves du même théorème, qui est un théorème qu'on appelle le théorème de Gauss ou le théorème fondamental de l'algèbre, sauf en France où on l'appelle le théorème de d'Alembert. Et donc, ce Balthus a regardé des démonstrations qui sont dues à d'Alembert, Euler, Fonsenex, Lagrange, Laplace, Gauss et Argan. Vous voyez, il n'y a pas que des petits mathématiciens, là. Eh bien, Balthus nous dit que toutes ces démonstrations comprennent des affirmations insuffisamment justifiées. Bon, certes, selon nos normes actuelles. Donc, au XVIIIe siècle, les démonstrations étaient moins rigoureuses. Mais enfin, quand même, la démonstration de Gauss est fausse. C'est Argan qui l'a corrigée. Gauss corrigeait la démonstration d'Alembert. Quant à Euler, Lagrange, etc., ils ont fait d'autres types d'erreurs. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Newton a fait une erreur dans un de ses calculs. C'est deux collègues britanniques qui ont utilisé un logiciel pour vérifier des démonstrations de Newton. Toc, Newton s'est trompé. Quant au pauvre Delaunay, il a fait des calculs du mouvement de la Lune. Il a passé 10 ans à les faire, il a passé 10 ans à les vérifier, il a passé 20 ans de sa vie pour obtenir le calcul. Ils sont presque justes, mais juste un jour, la vigilance de Delaunay s'est relâchée et il a recopié une équation dans laquelle il y avait un 16e, il a écrit un 6e. Il a oublié le 1, puis il a continué avec ça. Voilà, donc, bon, ça peut pas être très grave erreur, hein, mais enfin bon. Donc même Newton, Delaunay, etc. font des erreurs. Et donc aujourd'hui, on a des moyens de trouver ces erreurs et de se convaincre que les démonstrations sont correctes. Alors, bon, vous allez me dire, on a survécu quand même sans ordinateur pendant longtemps. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on peut faire des démonstrations sur des objets rugueux.
Alors un exemple d'objet rugueux, ce sont les nombres en virgule flottante. Donc vous savez que les ordinateurs ne font jamais des calculs avec les nombres réels, avec une infinité de décimales, mais avec un nombre fini de décimales. Et rien que la norme qui vous explique comment calculer avec ces nombres, elle fait 20 pages. Donc vous voyez que pour démontrer n'importe quoi à propos de cet objet qui se définit en 20 pages, eh bien, vous allez avoir des démonstrations avec des milliers de cas, etc. Donc mes collègues qui étudient les nombres à virgule flottante comme des objets mathématiques, pour faire des démonstrations dessus, sont très contents d'utiliser ce type d'outil, parce que sinon, quand vous avez 75 cas, puis finalement vous apercevez que dans le cas 72, il y a un truc qui ne marche pas, vous devenez cinglé, quoi. Alors que le fait d'avoir un outil vous permet de garder votre santé mentale. J'ai évoqué le fait qu'il y avait moins d'erreurs dans les programmes aussi. Et il y a des cas où les erreurs dans les programmes ne sont pas très graves. Enfin, quoique, par exemple, je suis resté coincé dans une autolib en venant, c'est pour ça que j'étais un peu en retard. J'ai réussi à sortir, donc tout va bien. Mais il y a 3 domaines où la sûreté est importante. C'est les transports. Donc typiquement, quand vous avez un ordinateur qui conduit un avion, qui pilote un avion, vous espérez qu'il n'y a pas trop de bugs dans le pilote automatique. En santé, donc aujourd'hui, si vous avez la malchance de subir une opération chirurgicale, vous aurez sans doute la chance d'être opéré par un robot. Alors ça, c'est beaucoup mieux, parce que le chirurgien, des fois, il tremble, s'il a bu la veille, par exemple. Ou des fois, il est mal réveillé. Bon. Voilà, hop, il devait vous couper le pied gauche, il vous coupe le pied droit. Bon, c'est embêtant, parce qu'après, on va aussi vous couper le pied gauche. Donc, mais, donc, remplacer le chirurgien par un robot est une très bonne idée, mais à nouveau, il vaut mieux que le robot n'ait pas trop de bugs. Par exemple, je sais pas que par exemple, s'il doit enfoncer le bistouri d'1 millimètre, il ne l'enfonce pas de 10 cm, par exemple. Bon, ce genre de choses, une erreur de 2 ordres de grandeur, c'est vite arrivé. Et puis, vous avez bien sûr le secteur de l'énergie, où quand vous avez un programme qui contrôle une centrale nucléaire, par exemple, bon, ça serait dommage qu'ils confondent ouvrir une vanne et fermer une vanne, par exemple. Pourtant, c'est des erreurs simples. Et on peut, exactement comme on démontre des théorèmes, on peut démontrer des propriétés des algorithmes. Et d'ailleurs, démontrer des propriétés des algorithmes, ce n'est pas très différent de démontrer des propriétés de mathématiques. Avec César Munoz et Alphonse Gezer, on a démontré la correction d'un algorithme, qui est un algorithme de contrôle aérien. Donc c'est un algorithme qui donne à chaque avion une vitesse, un vecteur vitesse exactement, de manière à éviter les collisions entre 2 avions. Et en fait, le programme est extrêmement simple. Ce n'est pas du tout le programme qui pose un problème. Mais il faut étudier des propriétés. Alors, quand vous avez un avion, imaginez-le au centre du cylindre. Eh bien, il y a une zone autour de l'avion dans laquelle aucun autre avion ne doit être. Et cette zone, elle ressemble un peu à une crêpe. Vous voyez, donc horizontalement, il ne faut pas être à plus de 8 km de l'avion. Verticalement, c'est beaucoup plus fin. Et donc, il y a des problèmes de géométrie de la crêpe qui se posent. Par exemple, si vous avez un avion qui est en haut, ici, eh bien, quels sont les différents points qu'il doit viser pour être tangent à la zone d'exclusion qui se trouve en bas. Et vous voyez qu'on a déterminé l'ensemble des points qui se trouvent là. Ce n'est pas un calcul très compliqué. Mais pour démontrer que l'algorithme était correct, ce qui était important, c'était de démontrer ce résultat de géométrie. Donc on n'était pas du tout en train de faire des preuves d'algorithme, on était en train de faire des démonstrations de géométrie du cylindre. Et je vais conclure sur ce point, avant de faire mes prédictions, bien entendu, puisque vous êtes venus pour ça, sur le fait que le fait de faire des démonstrations avec des ordinateurs nous amène à repenser ce que sont les axiomes des mathématiques. Et donc, de manière contemporaine à Frege et Hilbert, il s'était posé un autre problème sur lequel Frege lui-même avait travaillé, qui était non pas de savoir quelles sont les règles de déduction qui permettent de faire des raisonnements corrects, mais quels sont les axiomes qu'on doit poser pour faire des mathématiques. Donc on connaissait les axiomes depuis Euclide, depuis les axiomes par 2 points, il passe une seule droite, par un point extérieur de droite, il passe une parallèle, etc. Mais au début du XXe siècle, se pose la question, à la fin du XIXe, se pose la question de savoir si on peut donner un ensemble d'axiomes pour toutes les mathématiques. Et ce problème, donc, qui a commencé avec Frege, qui s'est terminé un peu plus tôt avec Zermelo. En 1908, Zermelo a proposé un ensemble d'axiomes qu'on appelle la théorie des ensembles. Et ceux qui ont mon âge ou plus, vous connaissez la théorie des ensembles, puisqu'on vous l'a apprise au cours élémentaire. Et, enfin, un petit bout.
Et il s'avère que cette théorie des ensembles, aujourd'hui, n'est pas très bien adaptée pour faire des preuves en fait, pour faire des preuves en pratique. À l'époque de Zermelo, cette question ne se posait pas. Zermelo voulait un ensemble d'axiomes pour lesquels on puisse faire toutes les démonstrations des mathématiques en principe. Mais c'est plus ça qui nous intéresse maintenant, c'est de les faire réellement, c'est de les faire en pratique. Et donc, la théorie des ensembles, il y a deux notions qui ne vont pas dedans. C'est la notion de fonction, qui est beaucoup trop abstraite, et il y a surtout pas une bonne notion de calcul. En fait, Zermelo, c'est un vrai grec, au sens des Grecs de l'Antiquité. C'est quelqu'un qui aime les raisonnements, mais qui n'aime pas les calculs. Et donc, dans la théorie des ensembles, il n'y a aucune place pour les calculs. Et bien entendu, quand vous faites des mathématiques avec un ordinateur, vous ne voulez pas démontrer que 3 fois 7 est égal à 21. Vous voulez que l'ordinateur fasse le calcul pour vous. Et donc ça demande une autre axiomatisation des mathématiques. Et donc, il y a aujourd'hui, malheureusement, non pas une nouvelle théorie qui est proposée, mais des dizaines de nouvelles théories. Et donc, vous avez un événement un peu triste, c'est que, alors que Zermelo nous avait donné le langage des mathématiques, nous avons maintenant autant de langages pour faire les mathématiques que nous avons de langages de programmation. Et ça, c'est... enfin, pas tout à fait, mais beaucoup quand même. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et le point optimiste là-dedans, c'est que de nombreuses démonstrations s'expriment indifféremment dans tous ces langages. Finalement, tous ces langages reviennent au même. Juste, si je peux me permettre une remarque personnelle, c'est cette question qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, ça, c'est l'introduction que je fais pour arriver à vous parler de mes travaux personnels, ceux que je ne vais pas faire, rassurez-vous, puisqu'il est l'heure, non pas de conclure l'introduction, mais de conclure l'exposé. Donc, je vous avais promis d'essayer de savoir ce qui se passerait en 2037. Et voilà des hypothèses. Et vous voyez que chacune a un point d'interrogation. Donc peut-être qu'en 2037, eh bien, il sera devenu impossible de publier un résultat mathématique si on ne l'a pas d'abord fait vérifier par un ordinateur. Et ça demande que vérifier un résultat mathématique avec un ordinateur demande un temps qui soit inférieur à 10% du temps qui est nécessaire pour démontrer le théorème. Ou peut-être 20%. Mais si aujourd'hui, il vous faut un jour pour démontrer un théorème, et puis un an pour exprimer la preuve dans l'ordinateur, bah bien sûr, les mathématiciens ne vont pas faire ça. Mais on s'aperçoit que les systèmes qui permettent de vérifier des démonstrations sont de plus en plus faciles à utiliser, qui sont de plus en plus utilisés. Je vous ai montré tout au début des exemples. Le théorème de Feit-Thomson, qui a été démontré par Gontier, c'est un très gros théorème. Et il l'a démontré entièrement, et ça lui a pris que 6 ans. Donc on commence à arriver à démontrer des théorèmes assez vite. Alors peut-être qu'il n'y aura plus du tout de bugs dans les programmes, donc je ne resterai plus bloqué dans les autolibres, donc ça sera bien. Alors peut-être que des enfants feront des démonstrations de plusieurs téraoctets. Aujourd'hui, il faut être un chercheur spécialisé dans la logique pour faire des démonstrations de plusieurs téraoctets, mais ces outils, un jour, ils vont être mis dans les mains des enfants. Et ce qui est à peu près sûr, c'est que nous aurons de nouvelles automatisations des mathématiques, puisqu'il en arrive à peu près 1 ou 2 par jour. Alors il y aura peut-être de nouvelles activités qui vont apparaître, que les mathématiciens du passé ne connaissaient pas. Par exemple, avant la lunette de Galilée, il n'y avait pas de notion de faire de l'astronomie à l'œil nu. On faisait de l'astronomie. Et on n'avait que ses yeux pour faire de l'astronomie, donc on regardait les astres. Et à partir de la lunette de Galilée, il y a eu un certain nombre de gens qui ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est poser une nouvelle question. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'œil nu? Donc à l'œil nu, vous pouvez par exemple voir la Lune. Vous pouvez voir le Soleil, vous pouvez voir toutes les planètes jusqu'à Saturne, mais vous ne pouvez pas voir Neptune, vous ne pouvez pas voir Uranus. Oui, c'est ça, vous ne pouvez pas voir Uranus ni Neptune. Vous ne pouvez pas voir les satellites de Jupiter. Et donc, peut-être qu'un jour, on va se poser la question, quelles sont les mathématiques faciles, comme voir la Lune, qu'on peut faire sans ordinateur, et quelles sont les mathématiques qui demandent à être instrumentées. Une autre question qui va se poser, c'est celle de trouver des démonstrations explicatives de résultats qu'on a déjà démontrés. Donc aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 50 ans, toutes les démonstrations étaient explicatives, puisque de toute façon, on n'avait aucun outil pour les faire. Donc, mais peut-être qu'il y aura des gens qui vont démontrer des théorèmes et d'autres dont le métier sera d'expliquer les théorèmes qui ont été démontrés par les autres.
Est-ce qu'ils vont le faire à la main? Est-ce qu'ils vont le faire en utilisant l'ordinateur? Je n'en sais rien. Et enfin, il y aura sans doute des démonstrations de plus en plus d'endroits. Donc vous savez que la logique a d'abord été une branche de la philosophie, puis une branche des mathématiques. Aujourd'hui, c'est une branche de l'informatique aussi. Ça reste une branche de la philosophie, une branche des mathématiques, bien sûr. Mais je vous ai parlé de démonstrations de programmes. Et donc aujourd'hui, il y a des informaticiens qui ne sont pas du tout des logiciens, qui ne s'intéressent pas du tout à la notion de démonstration, qui ne sont même pas des mathématiciens, qui font des démonstrations. C'est leur métier. C'est leur métier. Ils démontrent que des programmes qui font voler des avions, qui pilotent des robots, sont corrects. Et donc on s'aperçoit que la notion de démonstration se répand dans l'ensemble des sciences, non seulement en géométrie, en arithmétique comme pour les Grecs, mais aussi en physique, en informatique, etc. Alors ça, c'est pour 2037, mais je ne vais pas m'aventurer à faire des prédictions au-delà, parce que si vous regardez ce qu'était la logique au Moyen-Âge, c'était ça, là, vous voyez, il y a un professeur de logique à la Sorbonne, et 4 étudiants qui sont en train de l'écouter religieusement. Puis la logique aujourd'hui, c'est un peu ça. Et si on avait demandé à ce prof de logique là, au Moyen-Âge à quoi ressemblerait la logique en 2037, il vous aurait sans doute pas dessiné un laptop, là, comme... Voilà, donc que sera la logique en l'an 3000? Eh bien, je vais laisser cette question à votre sagacité. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Donc le micro est à vous. Qui veut poser une question? Ah, monsieur. En 1879 et 1928, il était démontré il était dit qu'une vingtaine de règles suffisaient à faire toutes les démonstrations. Oui. Ça a été démontré, ça, qu'il n'y avait pas besoin de plus de règles pour faire toutes les démonstrations? Alors, c'est une question très complexe, mais la réponse courte est oui. Donc, il y a deux questions qui sont différentes. Il y en a une, c'est empiriquement, est-ce qu'on a des exemples de démonstration qui ne peuvent pas s'exprimer avec ces règles et des axiomes? Et ça, la réponse est plutôt non. C'est-à-dire, empiriquement, quand on prend un théorème, on n'arrive pas à trouver d'autres règles. Mais ça, c'est une réponse empirique que les mathématiciens n'aiment pas beaucoup. Et donc, si on veut dire ces règles suffisent, il faut dire elles suffisent à quoi? Et donc, pour ça, il faut d'abord définir un autre critère de vérité, et ensuite, qui est plus absolu, qui ne dépend pas des règles, et ensuite montrer que tout ce qui est vrai dans ce critère abstrait peut être atteint par les règles qui sont là. Et ça, c'est un théorème qui a été démontré en 1929 par un logicien qui est devenu célèbre après, qui s'appelle Kurt Gödel. Mais ce n'est pas le théorème de Gödel, c'est un théorème démontré par Gödel, mais le théorème de Gödel, c'est un théorème de 1931, donc 2 ans plus tard. Mais la première contribution de Gödel à la logique, c'était de montrer que les règles étaient complètes vis-à-vis d'une notion abstraite plus abstraite de vérité. Maintenant, c'est toujours un résultat relatif, c'est-à-dire que vous pouvez toujours critiquer cette notion abstraite de vérité et dire bah non, c'est pas ça, ça va pas. Mais donc la réponse courte est oui. On sait qu'il n'y en a pas besoin d'autre pour cette raison. Alors d'autres, oui, monsieur. Donc on a vu que l'informatique a permis d'accélérer et de permettre beaucoup plus de démonstrations que si elle n'avait pas été là. Quel a été le rôle de l'accélération sur les microprocesseurs, le fait qu'il y ait de plus en plus, à la portée un peu de tout le monde maintenant, des énormes capacités de calcul, donc des possibilités peut-être d'aller plus loin dans les mathématiques? Il est essentiel. Donc, même si les logiciens ne faisaient rien, on pourrait démontrer de plus en plus de théorèmes, simplement parce que le matériel est de plus en plus rapide. Donc, je vous ai parlé des dates, ici. Le théorème des 4 couleurs, qui a été démontré en 1976, j'y arrive là, c'est là, ici. Le théorème des 4 couleurs a été démontré en 1976. Il a demandé, je crois, 3 semaines de calcul, ou 4 semaines, je ne sais plus exactement, mais enfin bon, un temps de calcul qui était cher, sur un ordinateur qui n'était pas donné lui-même. Hein, c'était un des plus puissants ordinateurs de l'époque.
Et si Apple et Haken n'ont pas fait ça en 75 ou en 74, c'était parce qu'à cette époque, ça aurait pris 6 mois et qu'ils n'avaient pas les fonds pour louer un ordinateur 6 mois, pour faire 6 mois de calcul. Aujourd'hui, c'est un exercice qu'on donne aux étudiants et ça prend 5 minutes de calcul. Donc à cette époque, il fallait pendant des semaines des gens qui jour et nuit époustaient l'ordinateur, le relancer s'il tombait en panne, etc. Donc c'était un vrai travail et ils étaient vraiment à la limite de ce qu'ils pouvaient faire. Et je vous ai cité tout au début cette démonstration qui a été faite il y a 2 ans, non, il y a l'an dernier, par Marine Euler, le théorème des triplés pythagoriciens. Donc c'est pas, je peux vous expliquer ce que c'est, mais c'est pas très intéressant. Marine Euler utilisait 800 processeurs, je crois, je sais, en parallèle. Donc il a utilisé une des machines parallèles les plus puissantes qui existent aujourd'hui. Et ça a duré, je crois, un jour ou 2. Enfin, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais à nouveau, ce qu'ils disent, c'est que s'ils avaient fait ça il y a 5 ans, c'était juste pas possible. Donc les progrès du matériel font qu'à certains moments, certaines choses sont possibles, alors qu'elles ne l'étaient pas 1 an avant ou 5 ans avant. Et ça, c'est très nouveau. Alors ça, c'est un truc que les mathématiciens, ça les choque. Parce qu'on n'a pas un modèle de règle à calcul qui a permis tout d'un coup de faire plus de calculs. L'idée que les progrès dans leur science dépendent de la technologie, ça c'est horrible. On n'arrive pas à les convaincre de ça. Donc on leur dit, dans 10 ans, on aura une meilleure techno, donc peut-être on arrivera à démontrer votre théorème. Ça, c'est pas du tout... c'est quelque chose qui, culturellement, n'est pas du tout dans leur manière de penser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il y a comme ça des chocs culturels avec des habitudes qui viennent de communautés différentes et qui tout d'un coup diffusent dans une autre communauté. Oui, vous avez parlé de ce qu'on a pris comme problème de vérifier des démonstrations. Oui. Et que, bon, mais c'est de trop. Est-ce qu'on a abandonné l'idée que l'ordinateur peut trouver des démonstrations? Non, pas du tout. Et ici, est-ce qu'on en est là-dedans? Non, regardez, le théorème de Hales. La première étape, en 98, Hales et Ferguson ont démontré le théorème en utilisant un programme. Donc le programme, c'est un programme d'élimination de l'infini comme celui de l'équation algébrique que j'ai montré. Et ici, le théorème de Euler, le théorème des triplés pythagoriciens, c'est un programme de démonstration automatique. Donc ici, on est dans... Voilà, c'est un programme qui est intermédiaire entre de la démonstration automatique et de l'élimination de l'infini. C'est un programme qui itère et qui cherche une solution exactement comme pour notre équation en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, ce n'est pas un programme qui termine nécessairement. Il aurait pu que le théorème soit faux et que l'ordinateur cherche à l'infini. Bon, il a eu de la chance, le théorème est juste et il a trouvé la démonstration. Enfin, de la chance. Disons, c'était heureux que ça soit le cas. Donc, on a 2 exemples ici de cas où c'est l'ordinateur qui a trouvé la démonstration. Pas tout seul, mais en étant guidé, il a trouvé la démonstration. Et d'ailleurs, dans chacun des exemples que je vous cite ici, il y a tout un tas de petits résultats que les êtres humains laissent aux ordinateurs. Donc par exemple, vous voulez démontrer quelque chose, vous donnez les grandes lignes, les grandes directions dans la démonstration. Ça vous amène à devoir faire des petites sous-tâches, des petits lemmes dans la démonstration, des petits éléments de la démonstration. Et heureusement que l'ordinateur est là pour vous aider à les faire. Parce que sinon, vous devriez donner beaucoup trop de détails sur la démonstration. Donc heureusement que l'ordinateur est là pour faire les tâches simples, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches complexes. Donc non, en fait, plus que d'avoir abandonné l'une des 3 pistes, aujourd'hui, ça devient très compliqué de les séparer. C'est-à-dire, toutes les démonstrations dont je parle ici, il y a des éléments des 3 théorèmes, vérification, recherche de démonstration, élimination de l'infini, qui sont vraiment imbriqués. Moi,
Je pensais un petit peu à des choses comme avec l'intelligence artificielle et tout ça, et qui puissent trouver, je sais pas, des choses dont on ne sait pas démontrer, enfin qu'on ne donne pas d'idée et qui arriveraient à trouver une méthode qu'on n'a pas trouvée. C'est pas par l'élimination, vous voyez. Oui. Alors, on peut laisser l'ordinateur complètement non supervisé. C'est-à-dire de lui donner juste le but à démontrer et de le laisser démontrer ce qu'on cherche à démontrer, sans du tout avoir d'interaction avec l'ordinateur. Et donc ça existe et ça marche pour des théorèmes plus simples que ça. Donc il y a quand même un certain nombre de résultats nouveaux qui ont été obtenus comme ça, mais c'est en général des résultats nouveaux pas trop difficiles. C'est-à-dire il n'y a pas de résultat nouveau où les mathématiciens avaient échoué pendant un siècle et ils ont été démontrés par un ordinateur tout seul. Il y a des résultats que les mathématiciens avaient dit, bon, on s'en fout un peu, on ne va pas passer du temps à démontrer ça, et l'ordinateur a réussi à les démontrer. Donc il n'y avait pas c'était pas vraiment des théorèmes extrêmement difficiles. Bon, il y en a eu un ou deux où on peut discuter de savoir si l'ordinateur a démontré quelque chose qu'un humain n'aurait pas pu démontrer. Donc oui, ça existe, mais c'est une idée qui est peut-être vous avez trop vu les films de Kubrick et vous pensez trop à une compétition entre l'homme et la machine. Et les hommes et les machines ne sont pas là pour être en compétition, ils sont là pour coopérer. Donc cette idée de dire on va essayer un mathématicien tout seul sans ordinateur, on va essayer un ordinateur tout seul sans mathématicien, on va voir lequel est le meilleur, c'est une idée très science-fiction. Dans la science, pas fiction, ce qui se passe, c'est plutôt les hommes et les machines, enfin les humains et les machines, coopèrent. Et donc, ce n'est pas tellement naturel de dire à un ordinateur, voilà, essaye de trouver ça tout seul. C'est naturel qu'on donne des idées, qu'on guide l'ordinateur et qu'on lui laisse faire les tâches les plus simples. Mais il y a des fois des ordinateurs qui nous surprennent par leur eureka. Il y a des démonstrations auxquelles on n'aurait pas pensé. Quant au mot intelligence artificielle, on pourrait en parler toute la nuit, c'est un mot qui est compliqué, puisque quand Newell et Simon et Shaw ont fait leur premier programme Proof Theorist, ici, Logic Theorist, pardon, ils ont dit, ça y est, on a fait un ordinateur intelligent. Il est capable de démontrer des théorèmes. Et ils étaient dans un laboratoire qui s'appelait laboratoire d'intelligence artificielle, ou qui s'est appelé après laboratoire d'intelligence artificielle, je ne sais pas exactement. Et pendant une bonne partie du début de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'était de faire des machines qui raisonnent. Bon, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez différent. C'est plutôt des machines qui apprennent, donc c'est plutôt l'apprentissage automatique qui maintenant revendique le don intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, la question, est-ce qu'il y a des techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées pour démontrer des théorèmes? Ça voudrait dire, est-ce qu'il y a des programmes qui apprennent à démontrer des théorèmes à partir d'exemples? Et ça, il y en a, et ça marche pas terrible. Bon, je ne vais pas dire trop de mal pour ne pas me fâcher avec mes collègues, mais disons, il y a un certain nombre de collègues qui essayent, par exemple, d'utiliser de l'apprentissage pour qu'un programme de démonstration automatique devine, dans toute sa base de connaissances, quels sont les résultats qui sont importants, quels sont les résultats qui peuvent être utiles. Et c'est ces résultats qu'il va mettre dans sa mémoire, et il va essayer de démontrer le théorème à partir de ces résultats intermédiaires. Et ça, c'est quelque chose que, si vous avez fait des maths ou enseigné les maths, qui est très important, c'est quand vous avez face à vous un élève, vous lui dites, voilà, il y a un triangle rectangle, on connaît les deux côtés, on voudrait connaître l'hypoténuse, quel théorème il faudrait utiliser? Voilà, et bien ça, c'est pas évident de dire de répondre le théorème de Pythagore. Ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui répondent le théorème de Thalès. Alors à ce moment-là, je leur dis, c'est un triangle rectangle avec une hypoténuse jusqu'à ce que le nom de Pythagore sorte. Mais des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc c'est une très grande qualité des mathématiciens, et il y a des mathématiciens qui sont extraordinaires là-dessus. Vous leur parlez d'un résultat, et ils disent, oui, on devrait utiliser ce résultat. Et vous ne voyez pas le rapport, et puis une semaine après, vous avez compris le rapport. Et donc avoir l'intuition du résultat qu'il faudrait utiliser pour démontrer ce qu'on veut utiliser, ça c'est quelque chose que certains mathématiciens font très bien, d'autres très mal.
et qui, manifestement, est un processus appris. Plus on fait de mathématiques, plus on sait quels outils utiliser. Et donc là, il y a des techniques d'apprentissage qui sont utilisées depuis peu, qui donnent des résultats mitigés, mais sans doute prometteurs. C'est-à-dire, si je refais cet exposé en 2037, je vous dirais sans doute que ces techniques marchent très bien. Mais aujourd'hui, elles sont vraiment incohérentives. Elles sont vraiment en train de commencer à être explorées. Alors, une autre question? Oui. Une question très naïve. Existe-t-il des mathématiques fondées sur une logique non aristotélicienne? Alors oui, toutes les mathématiques, puisque je vous ai dit que quand Frege et Hilbert ont proposé leurs règles, avant eux, on est là, Aristote, Lull, Occam, Leibniz, etc. avaient essayé. Et donc, il y a une logique qui est la logique d'Aristote, et qui ne marche pas pour faire des mathématiques pour cette raison-là. Dans la logique d'Aristote, vous avez des objets, et encore pas trop, mais vous avez surtout des propriétés. Donc des propriétés, c'est être un homme, être mortel, être philosophe. Et vous avez des implications de propriétés. Donc tous les philosophes sont des hommes, tous les hommes sont mortels, donc tous les philosophes sont mortels. D'ailleurs, c'est Occam à qui on doit le fait d'avoir dit Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc le fait de parler d'objets et non pas juste de propriétés, c'était Occam. Mais ce qui était la limite de la logique d'Aristote, c'est qu'il n'y a pas dans la logique d'Aristote de relation. Il y a des propriétés, mais pas de relation. Donc si vous prenez la phrase « Roméo aime Juliette », vous dites quel est l'objet et quelle est la propriété. L'objet Roméo, c'est le sujet de la phrase, et la propriété, c'est aimer Juliette. Et pour Aristote, aimer Juliette est une propriété qu'on ne peut pas décomposer en une relation aimée et un objet de l'amour, Juliette. Donc il n'y a pas de relation entre Roméo et Juliette, il y a une propriété de Roméo. Et ça vient de la métaphysique d'Aristote, puisque pour Aristote, le fait d'aimer Juliette est une propriété, c'est-à-dire c'est quelque chose qui appartient à Roméo. Si vous dites maintenant on a une relation binaire, une relation qui relie deux objets, comme aimer, est-ce que cette relation c'est une propriété de Roméo, elle appartient à Roméo ou elle appartient à Juliette? On pourrait dire elle est en copropriété. Bon. Mais ça ne marche pas chez Aristote. Donc essayez de faire des mathématiques avec la logique d'Aristote. Vous pouvez dire 4 est pair, 5 est impair, mais vous ne pouvez pas dire la droite D passe par le point M, parce que vous avez une droite, un point et une relation qui est passée. Et donc c'est pour ça que la logique d'Aristote ne marche pas. Et on a besoin de cette notion de relation, et on a besoin d'abandonner l'idée que la propriété ou la relation doit appartenir à un objet. Et ça, c'est toute la métaphysique médiévale qui va, avec la querelle des universaux, etc., qui va nous amener à penser la notion de propriété indépendamment des objets auxquels elle s'applique. On peut parler de la notion de parité, ou même de la notion de licorne, qui n'appartient à aucun objet, puisqu'il n'y a pas de licorne. Et c'est seulement grâce à ça qu'au XIXe siècle, Frege a étendu la logique d'Aristote avec des prédicats binaires. Donc en fait, aucune de ces logiques n'est aristotélicienne en ce sens-là. Le problème d'Aristote n'était pas sa logique, c'était son langage. Il n'avait pas un langage suffisamment riche. Alors encore peut-être une ou deux questions avant de conclure cette soirée. Non, pas de questions. Alors moi j'en aurais une. Quelle pourrait être l'incidence de tout ça sur les autres sciences comme la physique par exemple, qui utilise beaucoup les mathématiques? On peut terminer à 23h. Ah non, quand même pas. Donc, il y a une question qui se pose, c'est... bon, d'abord, il y a deux liens entre l'informatique et la physique. Le premier, c'est celui que tout le monde voit, c'est que dans les laboratoires de physique, il y a des ordinateurs. Et donc, vous voyez les ordinateurs quand vous allez dans un laboratoire de physique.
D'ailleurs, il y a bizarrement beaucoup plus d'ordinateurs que dans un laboratoire d'informatique, pour une raison que je n'arrive pas à comprendre. Les physiciens ont toujours des plus beaux ordinateurs que les nôtres. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Et je voulais juste vous trouver la taille des démonstrations, mais elle est là. Oui, voilà. Non, c'était pas ça, c'était là. Voilà, donc vous vous souvenez, la taille de la Bibliothèque nationale, c'était 10 téraoctets. Un téraoctet, c'est 1000 volumes. Pardon, 1 million de volumes. 1 million de volumes. 1000 téraoctets, ça s'appelle un pétaoctet. Donc c'est 100 bibliothèques nationales, c'est 5 fois la taille des triplés pythagoréciens. Donc on a l'habitude de dire qu'un pétaoctet, comme c'est 1000 fois, ou 10 pétaoctets, je ne sais plus, enfin comme c'est 1000 fois la taille de la Bibliothèque nationale, ça contient toutes les cultures du monde. C'est-à-dire vous pouvez mettre non seulement la Bibliothèque nationale qui est à Paris, mais la National Library qui est à Washington, et vous pouvez même rajouter la mythologie des Indiens d'Amazonie dans toute leur diversité. Tout ça, ça tient dans un pétaoctet. Ou 10, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Pour découvrir le boson de Higgs, le CERN a utilisé 15 pétaoctets. C'est-à-dire, et ça, les astronomes nous disent peanuts. Les astronomes sont déjà au préfixe suivant qui est hexaoctet. Donc, apparemment, pourtant, on ne leur posait pas une question difficile, on leur posait une question, on leur demandait un bit d'information. On leur a dit, est-ce que ce boson existe, oui ou non? Il fallait répondre oui ou non, un bit suffisait, et ils ont réussi à produire 15 pétaoctets pour arriver à produire cette information. Voilà, donc, pas d'ordinateur, pas de boson. Vous pouvez venir avec votre cahier de manip de 96 pages et noter les résultats des expériences, ça n'a pas marché. Vous n'allez pas trouver le boson de Higgs comme ça. De la même manière, vous n'allez pas séquencer le génome avec votre cahier à spirale. Le génome, on n'est que dans les gigaoctets, hein, donc ça reste 1000 petits volumes, un génome, c'est rien. Mais sans ordinateur, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, c'est la partie qu'on voit, qui est, il y a des ordinateurs, et sans les ordinateurs, on ne peut pas faire plus de physique sans ordinateur qu'on peut faire de l'astronomie sans télescope. C'est vraiment la même instrumentation. Il faut vraiment chercher maintenant des expériences de physique que vous pouvez faire sans ordinateur, exactement comme il faut chercher les astres qu'on peut observer à l'œil nu, ou au planétarium du Palais des Découvertes. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que cette différence entre raisonnement et calcul, qui finalement nous était apparu relativement simple, où on disait, voilà, le calcul, c'était en Mésopotamie, et le raisonnement, c'est à partir des Grecs jusqu'à maintenant. Les physiciens ont pris cette idée. Pour eux, faire de la physique, c'est raisonner, c'est écrire des équations, c'est résoudre des équations, c'est démontrer des propriétés des équations. Mais on s'aperçoit que beaucoup de phénomènes physiques peuvent aussi être décrits comme des calculs. Donc par exemple, ma machine à calculer préférée, c'est la tour de Pise. Donc vous savez que c'est une histoire fausse, mais c'est pas très grave, c'est une belle histoire. Galilée était monté tout en haut de la tour de Pise, il avait lâché un boulet de canon et il s'était aperçu que la vitesse du boulet de canon croissait linéairement avec le temps. Donc la distance parcourue par le boulet de canon croît comme le carré du temps. D'accord, 1,5 de GT2. On peut voir ça comme une loi de la physique, comme une proposition de la logique, mais on peut aussi simplement voir la tour de Pise comme une machine à calculer qui a juste un calcul, elle sait faire juste un calcul, elle sait calculer un carré. Donc vous voulez calculer le carré de 8, vous faites tomber le boulet de canon pendant 8 secondes, vous mesurez la distance parcourue par le boulet de canon et vous avez le carré de 8. C'est une machine à calculer des carrés. Et donc ça nous laisse penser que certaines expériences de physique, et peut-être toutes, peuvent être décrites par des algorithmes. Non pas décrites par des équations, mais par des algorithmes. Et donc ça ouvre des perspectives qui sont tout à fait nouvelles en physique. Il semble qu'il y ait une expérience qui ne puisse pas être décrite par un algorithme. Il y a un moment où la nature semble faire quelque chose qu'on n'est pas capable de simuler avec un ordinateur, c'est quand vous tombez dans un trou noir. Et donc on se dit, bah, c'est génial, avec des trous noirs, on va pouvoir faire des ordinateurs encore plus puissants qui permettent de faire encore plus de calculs que ce qu'on sait faire aujourd'hui.
Alors on se dit, il suffit de prendre un ordinateur, de le jeter dans un trou noir, puis d'observer ce qu'il fait pendant qu'il tombe dans le trou noir, et ça va nous donner des calculs intéressants. En fait, non, c'est le contraire. Il faut laisser l'ordinateur sur la planète, et vous plonger dans le trou noir. Bon, c'est moins bien. Donc l'idée d'avoir des ordinateurs... On pourrait avoir un ordinateur où, regardez, là, il y a un tout petit trou noir là, qui me permet de faire des calculs. Bon, mais c'est encore un peu futuriste. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la physique reste quand même calculatoire, c'est-à-dire simulable par des algorithmes. Et ça, c'est une nouvelle vision de la physique qui est portée de cette manière. Mais je pourrais revenir un autre jour pour vous parler que de ça, si vous voulez. Écoutez, avec plaisir. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette soirée. Je vous remercie beaucoup de votre participation et bonne soirée à tous.